Bienvenue Daniel Casal entre Montpellier et Marseille, donc pour cette étape du Tour de France, longue de 177 km. Étape que l'on appellerait dans le langage traditionnel du cyclisme étape de transition, mais on s'en garderait bien tant le Tour nous a réservé des surprises et de l'activité tous les jours. Dans quelques reliefs que ce soit, toujours les coureurs nous ont donné un grand spectacle. Alors aujourd'hui, direction Marseille avant de rejoindre Gap demain, puis Orsières-Merlette et les Alpes. Alors aujourd'hui, c'est pourtant, Robert, une étape qu'on pourrait, dans le langage traditionnel, disais-je, pourrait qualifier d'étape de transition. Géographiquement, oui, mais pas dans la pratique même. Les coureurs, on l'a encore remarqué aujourd'hui. Pour la première fois, cependant, sur les 50 premiers kilomètres, on n'a pas entendu Radio Tour annoncer une échappée ou un groupe qui tentait de se détacher du peloton. Il y a eu un départ assez calme où il fallait évoquer tranquillement, comme dans une conversation de salon, les blessés d'hier, les chutes nombreuses, les divers incidents, dont Jacques Chancel en particulier a été victime, qui va bien, que l'on retrouvera tout à l'heure, dans les meilleures dispositions possibles. Bref, c'était le Tour de France retrouvé presque avant un départ, 50 km tranquille. Puis le vent a commencé à se manifester du même coup, a changé un peu l'humeur des coureurs. De là, une série de démarrages devant notre ami Bousquet, qui a pris place du même coup dans la caravane. Jean Bousquet, le maire de Nîmes. Les maires se succèdent dans toutes les courses, vous avez remarqué maintenant, mais là, comme ce sont des maires qui sont en même temps présidents de leurs associations sportives, c'est intéressant. Et l'on retrouve tout de suite la course avec la moto numéro 1 et Jean-Paul Olivier qui va nous renseigner. Beaucoup d'escarmouches depuis une dizaine de kilomètres et là. Alors quand je vous disais qu'il se passait toujours quelque chose dans le Tour de France, c'est la preuve. Laurent Fignon est devant avec un autre coureur, Jean-Paul. Oui, effectivement, Laurent Fignon vient d'attaquer il y a quelques instants. C'est Charlie Motet. Plus qu'une attaque, c'est une accélération de Laurent Fignon. C'est le 14 mais qui juillet, précède, il faut dire, de quelques mètres seulement, un premier groupe d'une trentaine, 30-35 hommes, donc, qui sont sortis en faisant un petit peu de... il y a quelques instants, donc, du groupe. Maintenant, 47 entre le premier groupe et le deuxième, car je pense que Laurent Fignon va être repris par ce groupe, et nous sommes précisément derrière ce groupe, un groupe qui contient des favoris avec Lemon, avec Delgado notamment. Merci Jean-Paul. Opération panache, si je puis dire, oui, en c'est tête la du fête peloton. nationale. C'est le 14 juillet et c'est pas par hasard que Laurent Fignon et Charlie Motet se placent aux avant-postes. Roger Bastide qui nous arrive, un ancien du Tour de France aussi, désormais dans la région, installé aux côtés, non pas installé aux côtés, mais aujourd'hui retrouvant avec plaisir Raoul Rémy, l'ancienne grande vedette de Marseille, pour applaudir justement à cet exploit, non pas peu ordinaire, mais qui est là comme par hasard pour commémorer à la façon des coureurs du Tour de France une fête nationale, paraît-il amplement développée par tout ailleurs, Patrick. Oui, nous on s'intéressera avant tout à la course avec Jean-Paul qui nous donne une information. Bien sûr. Motet donc et Fignon sont en tête du groupe et on les avait reconnus d'environ 100 mètres. Ce groupe avec tous les favoris. Et je vous assure que en ce moment, eh bien, ouais, les pédalés se sont accélérés, se sont allongés et l'écart aussi semble-t-il. Un écart d'environ 50 secondes. Je vous rassure Jean-Paul, nous avions reconnu Charlie Motet et Laurent Fignon, qui donc se lance dans une opération, je crois qu'il était de bon ton d'engager le direct sur Antenne 2 avec les deux plus grands champions français de cyclisme, qui sont donc détachés avec une toute petite centaine de mètres d'avance, mais on n'amuse pas le tapis là en tête, et le groupe est en train d'essayer de revenir sur eux. Dans ce groupe, on a remarqué la plus grande partie des favoris de ce Tour de France, et notamment, oui, vous me le confirmerez, la présence de Delgado bien sûr, la présence de Lemon, de Bauer et des autres. Jean-Paul, il serait peut-être temps de faire un point très précis, donc deux hommes en tête, Fignon et Motet, et de jeter un petit coup d'œil sur ce groupe qui chasse et de savoir à combien est pointé le peloton du maillot jaune. Le peloton, donc la première partie du peloton est à 100 mètres, donc avec tous les favoris comme vous l'avez dit, et ensuite le peloton se trouve à 40 secondes environ. À 40 secondes, vous allez avoir un point plus précis dans quelques instants, car on nous demande d'accélérer. Charlie Motet maintenant a consenti à prendre le relais de Fignon, alors que c'est Fignon tout seul qui était sorti avec Charlie Motet dans sa roue. Qui a fait le trou, mais ils sont en train de discuter tous les deux, et le relais de Charlie vient d'indiquer qu'ils sont décidés à tenir le plus longtemps possible, peut-être même, alors là ce serait triomphal, arriver à Marseille au Vieux-Port, en pied de la Canebière, en deux vainqueurs. Lequel des deux alors l'emporterait au sprint, ça c'est une autre affaire qui est loin d'être réglée, et ça n'est pas le problème du moment. Environ 200 mètres d'avance. La traversée de la Crau tout à l'heure a rappelé un peu les heures des Tours de France de naguère ou d'antan, et Motet en passant vient de faire signe à Fignon, qui
quand même, je l'espère, à regarder son parcours. Attention, il y a 2 côtes consécutives, dont la deuxième au rov assez difficile. Alors justement, le parcours, parlons-en, il peut favoriser ce type d'échappée. Car dans les longues lignes droites, il y a un vent de 3 quarts arrière, de grand largue, comme dirait Joe Choupin. Et ce vent-là peut favoriser 2 hommes qui profiteraient pleinement alors de la poussée des éléments naturels et favorables en cette occurrence. Avec Fignon là, qui prend parfaitement le relais de Charly Mottet. Charly Mottet qui en profite pour mettre une dent de moins derrière et qui va donc, regardez derrière, ça c'est pas aussi rapide et il semble que les 2 hommes puissent bien créer un écart. Alors ce qui serait complètement fabuleux et qui nous rappellerait peut-être un peu du Lemon Dino dans l'Alpe d'Huez. Mais ce n'est pas encore organisé car celui qui a intérêt maintenant, c'est même pas seulement un intérêt, c'est une obligation. C'est Delgado qui doit organiser vite sa troupe pour lancer la poursuite parce qu'il a affaire aux 2 meilleurs rouleurs du monde dans ce genre d'exercice. Mottet en tête des classements des meilleurs coureurs du monde et Fignon avec le maillot jaune. On ne pouvait pas espérer, je ne sais pas si ça a été combiné, et je ne crois pas en tout cas que ce soit avec la complicité du peloton. En tout cas, Fignon et Mottet se retrouvent ou par hasard ou opportunément après réflexion et discussion entre les deux. Mais Ed Chavet, qui travaille pour BH et les autres, doivent maintenant organiser toute la poursuite. Et je le répète, surtout Delgado. Les BH très actifs dans cette étape avec leur leader Alvaro Pigno. Les BH, mais je crois quand même que l'opportunité est assez bonne de voir nos 2 hommes allonger un petit peu leur effort et pourquoi pas parvenir jusqu'à Marseille. Alors je répète bien, il ne s'agissait pas de Muller là, comme ça nous a été indiqué, mais d'Ed Chavet. Et derrière, ça peut provoquer une débandade car le vent tour à tour favorable et défavorable doit obliger. On a des ordres dans l'oreille. Hein. Oui, on est en train de mettre sur pied un petit document. Patrick. Oui, Jean-Paul. À la sortie d'Istres, 20 secondes d'avance pour les 2 hommes de tête sur la première partie du peloton. Et dès qu'il m'est possible, je vais derrière donc voilà. le premier peloton pour vous donner un écart. Mais ça n'est pas facile car à la sortie d'Istres, nous avons une série de virages et nous sommes poussés inexorablement vers l'avant. Alors ce que je vais vous proposer, puisque nous avons Charly Mottet et Laurent Fignon en tête tous deux, c'est de revenir il y a quelques heures sur une déclaration de Charly Mottet. Charly Mottet, et ce n'est pas tout à fait par hasard peut-être, expliquait alors à Thierry Blanco de quelle façon il fallait s'y prendre, comment il fallait s'y prendre pour sortir d'un peloton lancé à grande vitesse, ce qui s'est passé il y a quelques minutes. On écoute Mottet. Il faut aller plus vite que les autres, quoi, mais à grande vitesse c'est très difficile. Et donc c'est pour ça que les équipes des sprinters font des tempos à 50, 55. Et donc c'est ce qui empêche un petit peu les échappées. Dans tous les cas, ce sont des coureurs dans les 2 jours qui viennent qui auront des calories à brûler pour gagner, pas des gens comme vous qui sont un petit peu en observation dans la montagne. Disons que nous, on est, je dirais, les leaders et puis les gars qui jouent la gagne du tour essayent de s'économiser un petit peu, de s'abriter du vent et de rester vigilants à tout ce qui se passe dans le peloton et pour ne pas se faire piéger. Voilà Charly Mottet qui expliquait qu'il était bien difficile de résister à un peloton lancé à vive allure. Et bien c'est le défi qui est proposé maintenant à ces 2 hommes, une échappée plus que royale, le numéro 1 mondial au classement FICP Vélo, le meilleur coureur du monde pour ce qui concerne ce classement, et puis le maillot jaune du Tour de France. Il était difficile d'espérer mieux. Et voilà qui doit leur rappeler le bon temps quand ils étaient équipiers sous les ordres de Cyril Guimard et qu'ils avaient participé à toutes les courses contre la montre. Ils se connaissent à la perfection et si Fignon se permet un virage beaucoup plus large pour perdre 10 à 15 mètres sur Mottet, c'est parce qu'il sait qu'il reviendra forcément dans le sillage d'un Mottet, ne relançant pas automatiquement les plus grandes mécaniques. C'est le mettre même à courir. Alors on jettera un petit coup d'œil avec intérêt à la tête de ce groupe de poursuivants pour savoir si les coéquipiers de Laurent Fignon, et ça ne fait aucun doute dans mon esprit, sont là pour veiller au grain et savoir également qui sont les coureurs qui se lancent dans la chasse, car on ne doute pas qu'ils sont plus de 2 aujourd'hui à ambitionner une victoire d'étape à Marseille le 14 juillet. Et voilà qui ne va pas faciliter non plus la tâche du 2e peloton, Jean-Paul, avec un retard qui doit s'accroître sérieusement étant donné que le premier, celui de tous les favoris, perd déjà du terrain sur Mottet et Fignon. Oui, puisque l'écart est maintenant passé à 35 secondes. Vous me recevez 35 secondes. Oui, vous êtes en avance et tant mieux sur le premier peloton qui nous est annoncé là à 14 secondes sous la conduite de Kelly et des autres comme Bauer.
effectuant des relais de plus en plus rapides, mais qui doivent bien constater les choses. Et je vous rappelais hier l'histoire d'un Panis qui, sans arrêt, provoquait des écarts. Tous les 10 km, il prenait une minute sur les meilleurs coureurs du moment. Eh bien, c'est un peu ça, mais maintenant, ils sont deux, Fignon et Mottet, avec Marseille en vue. Des routes très praticables, mais brusquement aussi des changements d'allure, des changements de niveau, des changements de largeur de route qui vont les arranger, eux, tandis que Pascal Richard repasse en tête, mais qui, dans le peloton, pourra encore provoquer quelques dégâts. Le deuxième peloton est toujours suivi par Gérard Holtz, Patrick. Oui, bien Gérard est en queue de peloton et prêt à nous informer si d'aventure il s'y passait quelque chose. Gérard, vous êtes avec nous? Oui, Patrick. Oui, j'allais vous proposer, moi, tout simplement de faire les tops avec Jean-Paul Olivier parce que finalement, j'ai un joli chronomètre et je pouvais me rendre utile. Simplement, je voulais vous dire que dans le deuxième wagon, c'est-à-dire que donc derrière le groupe de tête, là, il y a 3 wagons qui sont séparés par à chaque fois, disons, une grosse minute. Il y a donc des hommes de la formation Z Peugeot et aidés par des BH qui chassent. Et entre les deux, il y a un garçon donc avec qui porte le maillot de champion de France, c'est-à-dire Eric Caritou, qui s'est fait un peu piéger dans l'affaire. Je suis sûr qu'il voulait réussir quelque chose aujourd'hui. Et bien là, Eric est en train d'essayer de revenir comme un fou. Il est parti tout seul. C'est un peu sa région. Il est du Mont Ventoux, si mes souvenirs sont exacts, enfin au pied. Et il s'est fait piéger par ce démarrage et par l'explosion des différents groupes. Eh bien, en tête du peloton, Muséeux, lui, j'allais dire, c'est presque fait piéger aussi. Il était victime de son propre démarrage, oui, parce qu'il pensait que Lemon, que voici, était dans son sillage tout à l'heure et pouvait au moins profiter du retour. Mais non, alors, même Puig s'est relevé. Grandeur et misère d'un courtisan. Delgado avec Lemon. Lemon qui lui a acheté un petit coup d'œil, donner de dire tu dois être intéressé toi aussi, et de ne pas laisser partir Laurent Fignon et de ne pas voir grandir l'écart, car est-il utile de le rappeler, eh bien les deux hommes que vous avez à l'image, ce sont non seulement deux des meilleurs coureurs du monde, mais également le premier et le troisième au classement général, puisque Mottet n'est qu'à 57 secondes. Oui. Alors, il y a 35 secondes entre les deux hommes de tête et le premier peloton, et 35 secondes également entre le premier peloton, le peloton Lemon, et le reste du peloton. C'est-à-dire 1 minute 10 d'avance pour Mottet et Fignon sur le gros peloton. 35 secondes sur le petit, 1 minute 10 sur le grand. Voilà donc maintenant Fignon et Mottet obligés de se prendre au sérieux, de prendre très sérieusement les choses, parce que s'ils ont tenté cela, c'était peut-être pour amuser un peu la galerie au début, mais maintenant ils ont piégé tout le monde, preuve peut-être de leur supériorité. Lemon qui réagit. Lemon, il est temps pour lui, 35 secondes, amusez-vous bien dans la poursuite. Delgado derrière lui sans doute. Alors ça, c'est extraordinaire. Rendez-vous compte, le Tour de France, c'est le tour le plus étonnant qu'on ait jamais vécu, c'est fou. Regardez ce qui se passe. Mottet, Fignon seul devant, deux hommes intercalés, Greg Lemond et Pedro Delgado, absolument inouï. Écoutez, c'est un scénario qui a été écrit par Pierre Badel, oui, ça, je ne peux pas y croire. Ce n'est pas possible. Tout ce qui se passe est absolument imprévisible 10 minutes avant. Et depuis le départ du Tour de Luxembourg, de Luxembourg même, parce qu'on avait vraiment fait le tour à l'époque. Lemon, un peu faiblard dans son relais là, doit compter absolument sur Delgado. Delgado ne va pas se faire prier pour prendre le relais, il aurait tort. Et pourtant il passe lui aussi avec quelques difficultés. Ils ne savent pas quoi faire tous les deux. Conversation avec les directeurs de la course. Fignon, lui, on ne s'embarrasse pas, il repart sur un faux plat en plus. Mottet a presque du mal à revenir dans le sillage, lui qui nous impressionne toujours lorsqu'il est en fin de course. Mottet sait s'accrocher quand il le faut, mais on ne s'aperçoit pas s'il est le pied au plancher ou si au contraire il dispose encore de quelques réserves. Quant à Fignon, il se donne pleinement là. Quelle bonne galéjade. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que c'est trop beau. Il y aura des esprits chagrins pour dire c'est pas possible, tout ceci est arrangé. Oui, sur les esprits chagrins, mon cher Patrick, vous apprendrez qu'ils existeront toujours. Alors, on fait le point. Et un point tellement clair et tellement facile à faire. Deux hommes en tête, les deux meilleurs coureurs français du moment. Charly Mottet, premier coureur mondial. Laurent Fignon, lauréat pour l'instant de ce Tour de France. Premier et troisième au classement général. Et bien, puisqu'il y a le premier et le troisième devant, il faut être logique. Il manquait le deuxième et le quatrième. Et bien, le deuxième et le quatrième, ils sont là sous vos yeux. Pedro Delgado et Greg Lemond, les 4 premiers du classement général du Tour de France, sont en tête de cette étape de Marseille. Alors, passe encore pour Fignon et Mottet. Mais les deux autres, les étrangers, un Américain, un Espagnol, vous ne me ferez pas croire qu'ils sont aussi attachés à l'histoire de France que cela pour se montrer, se mettre en évidence. Pour Delgado, c'est peut-être la première fois sur un tel terrain, le jour du 14 juillet de surcroît. Delgado devait attendre paisiblement les Alpes, où sa chance reste intacte de remporter un autre Tour de France. Et puis voilà que les troubles-fêtes français
veulent fêter 89 à leur manière, donc ils sont mêlés à la fête, et sans doute dans une certaine brutalité. Et si d'aventure, Robert, les 4 hommes étaient ensemble en tête, eh bien Charlie Mottet pourrait reprendre un bon mot de Raymond Poulidor. Regardez les 3 autres, il leur dit, dites donc les gars, à nous 4, on a gagné 4 Tours de France. Oui. Oui, c'est quand Poulidor se trouvait à l'époque avec Jacques, Merckx et Hinault, ça leur faisait effectivement 15 Tours de France à eux 4. Qu'est-ce qu'il a fait, Charlie, là? Il veut prendre l'abri du vent. Que l'on vienne souvent. Et oui, il veut les se mettre sur la droite. Détails, voilà. Je trouve que la voiture devrait se porter du côté d'où vient le vent, mais les directeurs sportifs ne pratiquent pas la direction de la course pour autant. Oui, Jean-Paul, on vous entend bien. Ouais, j'avais du mal à vous recevoir. Là, je suis à côté de Cyril Guimard. Alors, Cyril, que faut-il faire dans un cas pareil? Il faut insister ou laisser revenir? Il faut attendre quelques kilomètres. Nous venons d'arriver derrière le groupe, donc il faut d'abord savoir comment la poursuite s'organise. Après, on va improviser. Voilà, c'était l'avis de Cyril Guimard. Il est évident que Pedro Delgado et Lemon ont laissé faire à un certain moment. Et précisément lorsqu'ils ont vu que l'écart se stabilisait durant de nombreux kilomètres, c'est-à-dire écart stabilisé à 35 secondes environ, ils ont pris les rênes en main car ça pouvait être dangereux. Mais là, ils sont repris maintenant, les deux. Lemon et Delgado sont repris. Et ils sont dans le groupe avec tout le monde qui vient maintenant faire l'effort, avec Tenis notamment, ici avec son maillot à pois. Et Robert, si d'aventure nos 2 fuyards parvenaient à préserver un certain écart, ce serait vraiment un grand exploit, car derrière maintenant, on ne rigole plus. C'était une galéjade au départ peut-être, mais maintenant on ne va sûrement pas laisser le premier et le troisième du général grappiller quelques secondes qui seraient si précieuses dans les jours qui vont venir. C'est plus que sérieux, et toujours dans ces occasions, dont nous garderons d'ailleurs un souvenir à propos de ces 10 minutes, presque inoubliable, parce que c'était énorme. Les 4 superstars du Tour de France séparés par 100 mètres et un peloton complètement éberlué devant la situation, mais qui réagit quand même. Amstel en particulier, regardez-le, cet Américain qui à partir de demain entend bien faire parler de lui. Il occupe quand même la 6e place du classement général, Amstel, la 5e. Alors ces gens-là ont dû se poser la question, Lemon et Delgado, bon bah c'est trop. À la rigueur Fignon-Mottet, mais maintenant, je le répète, Fignon et Mottet doivent poursuivre jusqu'au bout leur action. Ils se sont embarqués dans une aventure dont ils ne peuvent pas être les victimes parce que cela redonnerait confiance à leurs adversaires directs pour la suite. Et Fignon n'a pas le droit de rater son coup, pas plus que Mottet donc. Tenis, on l'a vu avec son maillot à pois, ça veut dire qu'il s'est bien remis de la chute dont il a été victime hier. Ce n'est pas le cas de garçons comme Éric Boyer, 5e du Tour de France l'an passé, ou comme Denis Roux. Éric Boyer est victime d'une fracture du scaphoïde, Denis Roux souffrait lui du genou et du coude. Et bien même s'ils avaient eu droit à la clémence des commissaires, ils n'avaient pas été éliminés. Donc l'histoire retiendra qu'ils n'ont pas été éliminés, mais qu'ils ont dû abandonner. Souffrant dans leur chair ce matin, ils ne pourront pas reprendre le départ vers Marseille. Ce qui a donné lieu à des scènes bien sûr toujours délicates et assez terribles de voir ces coureurs privés de leur passion. On parlait de Tenis, le voici en tête du groupe des poursuivants. Avec Alcala, que l'on n'avait plus vu en aussi bonne position depuis bien longtemps. Danens aussi, qui se remet peu à peu de sa déconvenue de l'autre jour, qui porte le numéro 13. Numéro, j'insisterai pas lourdement là-dessus, qui ne porte pas forcément bonheur. Et Mottet, qui accélère de plus en plus sur une dent de moins que Fignon. Les relais, Fignon bien à l'abri du vent. 2 hommes qui se connaissent tellement, je le répète, que c'est très important dans leur action. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont couvert des milliers et des milliers de kilomètres ensemble à l'entraînement ou en course côte à côte avec le même maillot. Alors maintenant, ça rend service. Vous venez de faire remarquer, Robert, la différence de braquet entre les 2 hommes. L'image était saisissante. Mottet qui se sert de sa puissance de rein qui lui a permis de remporter le Grand Prix des Nations. Regardez ce beau rouleur et qui avait visiblement un développement plus important que Fignon, bien placé dans les roues. Grande expérience de course de Fignon là, qui profitait de l'abri et de l'aspiration de Laurent Fignon. Jean-Paul, on vous écoute. Eh bien, il y a 35 secondes toujours entre les 2 hommes et le premier peloton, le peloton Lemon Delgado. Et il y a 1 minute 45 secondes, 1,45 avec le 2e peloton. Mais un petit groupe se trouve intercalé de 4 ou 5 hommes. Et j'ai vu passer notamment Jérôme Simon. Et là, il y a Chonietz en bon poursuiteur là, qui assure l'allure devant. Alors qu'on reconnaît derrière lui, on a vu Alcala, on voit ici Greg LeMond. Ce groupe qui commence à s'inquiéter. Et on le disait en prenant l'antenne, on ne croyait pas avoir raison aussitôt. C'est que les étapes de transition, décidément, ça n'existe pas dans le Tour de France. Non. Il va falloir bannir ce mot de notre vocabulaire dans nos reportages sur le Tour de France. On reconnaît également dans ce groupe Vermote, Michel Vermote, le beau rouleur belge de l'équipe RMO. Et le peloton a littéralement explosé derrière.
Ça ne nous étonne pas, ce qui va donner l'occasion à nos confrères photographes de pouvoir travailler un peu parce qu'ils attendaient tellement de la traversée de l'accro pour savoir si le Tour 89 rappelait l'histoire en général du Tour, c'est-à-dire quelques facéties. Ça s'est simplement limité à une dizaine de petits gags des uns et des autres, les plus drôles du peloton, mais ils n'ont pas envie en ce moment d'être très drôles compte tenu de l'art de labour qu'il aurait Oui, imposé Gérard, tous les jours sur ce Tour. j'allais justement vous demander si dans le Je me sentais peloton seul, qui vous pouvez pas éclate, savoir. que dans le peloton qui explose derrière, On est là avec Non, vous. non, eh ben non. il y avait des gens connus. Non, et- information, non Patrick, information contraire parce que là Jean-Paul remontait vers la tête au moment où il vous a donné cette information, mais je viens d'assister au contraire à un regroupement général des deux wagons qui bouclaient la marche, c'est-à-dire 2 fois 45 coureurs. Maintenant le peloton est complètement regroupé, c'est-à-dire que Caritou par exemple qui emmenait ce peloton a rejoint l'ensemble. On a maintenant disons 90 coureurs groupés avec en particulier au milieu Luis Herrera. Décidément ce n'est pas son tour. Mais ces 90 coureurs qui, soyons bien clairs, sont derrière le groupe tout de même. Bien sûr. Il y a un premier peloton devant qui vient de casser d'ailleurs. On reconnaît la silhouette de Thierry Marie, donc qui protège la fuite de son leader. On reconnaît Greg LeMond, on reconnaît Martine Ducrot. Et donc Thierry Marie, donc, avec son coéquipier Museux, Lemon, Thierry Marie et Ducrot sont donc, comme vous le voyez, partis en contre-attaque, alors que derrière, ça continue aussi à accélérer. Mais ces 4 hommes possèdent une centaine de mètres d'avance sur ce premier peloton. Eh bien, en tout cas, voici une contre-attaque. Ce qui m'étonne un petit peu, Robert, dans cette affaire, c'est l'absence soudaine de Delgado, car Delgado est le premier concerné par la fuite de Fignon. On l'a vu tout à l'heure avec Lemon, mais là, il n'est pas là. C'est la contre-attaque imposée par Lemon qui a surpris Delgado. Encore une fois, pas du tout à son aise sur ce genre de terrain et dans la course, mais il peut remporter un deuxième Tour de France après une première victoire. Il a déjà dû passer par là, mais un peu dans l'anonymat. Tout à coup, l'actualité l'a projeté au premier plan et il n'était pas préparé à cela. Alors Lemon, avec un nouveau casque, il doit avoir une belle collection, est quand même contrarié dans son action par la présence de Thierry Marie, Oui. qui évidemment ne va pas rouler sur lui. Que Musseuil soit revenu à la hauteur de Lemon, il lui faut aussi maintenant participer au relais et rouler beaucoup plus vite. Illustration de vos propos avec Thierry Marie donc, qui saute son relais. Vous le voyez, il était placé en deuxième position. Il reste dans la roue de Greg LeMond et il contrarie ainsi le travail de Museux, le coéquipier de LeMond. Vous voyez, on en parlait l'autre jour et voilà une belle illustration. Lorsqu'un coureur protège la fuite de son leader, c'est le cas de Thierry Marie ici en dernière position, on ne le voit pas là à droite de l'écran, eh bien le rôle de Thierry Marie dans ce cas-là, c'est de troubler la progression, voilà Thierry, qui va troubler la progression de ce groupe, lancer à la poursuite de son leader. Thierry Marie qui ne prendra pas de relais. Ah, évidemment. Quel beau rôle, autrement dit, pour l'instant. Et si la jonction devait se faire, ce serait à Marie d'opérer immédiatement. Encore bloqué parce que si Laurent Fignon était victime d'une crevaison simplement, le devoir de Thierry Marie serait de rester à ses côtés jusqu'au bout et non pas de tenter une action individuelle. Ah, que c'est dur parfois le rôle de simple équipier, et même quand on s'appelle Thierry Marie. Laurent Fignon dans la roue de Charlie Mottet, c'est l'image que nous avions eue tout à l'heure, mais je pense que les deux hommes se relaient régulièrement car Charlie Mottet n'aurait alors aucune raison de faire tant de travail. On va le voir, regardez, voilà, passage de relais, c'est Charlie Mottet qui s'écarte alors que nous avons une idée, là nos amis du Violette-Packard nous ont proposé l'idée de la vitesse de progression des deux hommes qui était à plus de 60, Voici. 70, là maintenant on est en montée donc ça va baisser un petit peu. Et les coureurs les deux coureurs sont entrés à Martigues avec 40 secondes d'avance sur le petit groupe Lemon, Museau, Marie et Ducrot. Oui. Et derrière combien 50 secondes donc d'avance pour les deux hommes de tête sur le peloton Delgado. Alors ça peut faire un écart intéressant si jamais ils poursuivent leur effort. Marie toujours en 4e position dans ce groupe, composé de Greg LeMond qui fait un gros effort et ça c'est normal pour essayer de revenir sur les deux hommes de tête. Museux vient de prendre le relais. Martine Ducrot lui est un petit peu moins actif. Quant à Thierry Marie, eh bien il représente tout simplement son leader. Alors moi ce que je vois bien Robert, c'est si jamais ces hommes reviennent, un finisseur comme Thierry Marie qui est resté dans les roues les 4 serait l'homme pour remporter cette étape à C'est Marseille. pourquoi il était mon favori ce matin. Salut Marie à Marseille, c'est trop beau. Alors, mais on l'attend déjà depuis quelques jours. Je vous répète, sa course est délicate à mener parce que il voudrait bien que l'on rejoigne Fignon
et Mottet pour pouvoir intervenir plus directement, mais d'un autre côté, il ne le souhaite pas parce que cela oblige surtout les Lemoine à des efforts terribles. Et en tête du peloton, les Kelly et compagnie c'est le troisième, ne sont pas ménagés. Ça, c'est le troisième. Là, c'est le troisième peloton emmené donc par les Z qui ont été un petit peu piégés. On voit la Cornillet, on voit la Robert Millard. Et c'est vraiment une... Oh là là, les Z sont là, donc ils vont participer au retour de ce troisième peloton avec des Panasonic également. Les coureurs piégés. Gérard Rolls pourra peut-être nous donner un petit peu tout à l'heure l'identité de ces coureurs qui sont les piégés du jour. Oui, Gérard. Oui, Millard et Pinsec qui emmènent ce peloton déjà depuis au moins 10 minutes. Un véritable train d'enfer. Ils vont vraiment très très vite. Après, de venir les rejoindre pour mener la contre-attaque. Alors les Z aidés par les VH, c'est-à-dire Alvaro Pigno et Justado. Et toujours le beau travail de Charlie Mottet qui fait impression là une fois de plus. Et Charlie Mottet qui devrait pouvoir peut-être revenir aux toutes premières loges jusqu'au bout s'il ne connaît pas ce Patrick, fameux jour sans. Comptera parfois. Oui, je vous entends, Un Jean-Paul. petit incident de course. Phil Anderson est tombé tout à l'heure. Il a reçu les soins du docteur Porte. Petite blessure à l'arcade sourcilière et il a repris sa place. Merci Oui, aussi, Jean-Paul. c'est fou ce que les blessures à la tête sont nombreuses à l'occasion de ce Tour de France. C'est un peu inattendu, mais cela prouve aussi un certain état de fatigue de la part des coureurs et parfois dans l'incapacité de répondre à un réflexe qui se veut immédiat, mais qui prend 10 secondes quand même de trop au moment où on passe à l'action. La manière de progresser du peloton me laisse penser que le vent pourrait bien avoir tourné un peu. Avec Je vous signalais tout à l'heure qu'il y avait cet les changements de éventail là vent qui qui se allaient forme, oui. imposer les bordures. Et Kelly, qui n'aime pas tellement travailler pour le compte des autres, emmène tout le monde dans le vent de l'autre côté. Se sent-il assez fort pour n'embarquer que 4 ou 5 coureurs avec lui dans la côte du Rove Avec un avec monde Mottet. sur cette route. Ah oui, le monde, oui, la chaleur, le vent tour à tour favorable et défavorable. Et là dans la côte, action complète pour Mottet et Fignon. Alors, oui. Fignon qui change en passant un peu plus petit, n'a pas changé de plateau pour autant. Jean-Paul? Sous l'impulsion d'Alcala et de Kelly, donc comme vous l'avez dit, eh bien, ça revient sur les hommes Ah oui, on voit intercalés, c'est-à-dire sur le groupe Lemoine. Hein. On le voit bien à l'image. Ça revient. Oui, oui, il va y avoir un regroupement là du peloton lancé à la poursuite des deux hommes de tête, Mottet et Fignon, qui, même s'ils réalisent, et Robert disait tout à l'heure que ce sont des images qui resteront gravées dans nos mémoires, même s'ils réalisent là un exploit, sont peut-être aussi un peu victimes de leur réussite, car ils se retrouvent là tous les deux avec une fin de parcours assez difficile, et ils doivent se demander quand même si ça vaut le coup d'aller laisser toute cette énergie. Ah oui, mais là-dedans. maintenant ils sont embarqués. Ils sont embarqués. Enfin, on l'a assez signalé au départ. Est-ce qu'il fallait prendre au sérieux cette tentative qui a surpris même le peloton, lequel n'a peut-être pas pris, j'en reviens, au sérieux du genre Delgado Lémon, l'essai de Fignon et de Mottet. Et puis tout à coup, 200 mètres d'écart, ça vous donne des ambitions, ça. Même quand on est premier et troisième du Tour de France, on a déjà accompli l'essentiel du travail. Alors, ça vous donne quand même l'envie d'assurer cette victoire ou ces places d'honneur. Parce que lequel des deux sera sur le podium? Y en aura-t-il un des deux? Le troisième sera-t-il Delgado ou Lémon? Vous êtes capable de répondre là, à 20 km de Marseille maintenant? Absolument pas, mais en tout cas, une seule certitude, ces deux hommes ne relâchent pas leur effort. On voit Laurent Fignon là qui assure un relais très appuyé, Charlie Mottet qui s'offre un petit peu de roue libre, mais qui va prendre son relais. Alors que Jean-Paul ira peut-être essayer de... Je suis au sommet, Patrick, au sommet de la côte des Rayettes pour faire un écart. Et je vous précise qu'au sommet de la côte des Rayettes, ici, avait eu l'arrivée du Tour de France, l'arrivée d'une étape qu'avait gagnée Bernard Vallet notamment. Quelle côte, hein? Oui, oui, c'est une côte, c'est la côte des Rayettes. Oui, une vraie côte. Il sera peut-être intéressant d'obtenir tout à l'heure l'avis de Bernard Vallet, Oui, le alors, directeur l'écart sportif de est- Charlie. Patrick, l'écart est de 35 secondes entre les deux hommes de tête et les suivants. 35 Écart inchangé. secondes. Écart inchangé, donc malgré le travail de Greg LeMond derrière, ce qui laisse penser que tout est possible alors que nous sommes actuellement à 26 km 500 de l'arrivée. Et ce qui va permettre ce regroupement à des hommes comme Rouet et Barthaud de ressurgir en tête du peloton afin de freiner en compagnie de Thierry Marie tous ceux qui pourraient partir en contre-attaque et surtout freiner en faveur évidemment de Laurent Fignon. Il sera souhaité pour Mottet que quelques coéquipiers comme Colotti, qui s'était signalé au début des échappées tout à l'heure, puissent pointer également en tête et
faisant front avec les hommes de Super U, ce serait presque une garantie de victoire pour Mottet et Fignon aux environs d'1 minute. En tout cas, 26 km, c'est largement possible, oui, mais la fin de parcours nous laisse penser aussi que cette fameuse côte de Saint-Antoine, qui aura lieu à 14 km de l'arrivée, peut permettre à deux hommes qui sont pointés à 21 secondes, là, selon le pointage qu'on nous offre maintenant. Eh bien, ces deux hommes, s'ils parvenaient en tête seuls au sommet de la côte de Saint-Antoine à 14 km de l'arrivée, là on pourrait vraiment envisager la victoire. Et Fignon a une façon de passer. Il vient de l'arrière dans un relais après Mottet. Il est tellement lancé que Mottet est à chaque coup surpris et doit s'imposer un autre démarrage. Regardez le monde qu'il y a sur le bord de la route, c'est comme ça depuis ce matin. Échappée royale. C'est splendide. On n'arrêtera pas de le répéter. Finalement, nous n'avons pas cherché à sublimer ce Tour de France. Il était déjà sublime dès le premier jour. Alors le vocabulaire qui n'y va pas avec le dos de la plume à encre habituellement, à propos du Tour de France, cette année va encore se surpasser. Toujours les deux hommes de tête. Imaginez un peu la réaction des spectateurs qui ne sont pas tenus au courant de l'évolution de la course. Ils sont là avec la famille au bord de la route et d'un seul coup ils voient deux hommes arriver, ils essaient de les distinguer. Et là toute la France les reconnaît, car autant lorsque Museux s'échappe avec Martine Ducrot, les gens peuvent avoir besoin de jeter un petit coup d'œil sur la liste des engagés. Là, lorsque vous voyez arriver le maillot jaune de Laurent Fignon et Charly Mottet, c'est quand même du régal pour les spectateurs. Ben, ils se présentent avec leurs attributs, c'est donc très important à 14 juillet. Toujours les deux hommes avec Charly Mottet qui assure son relais. Et qui offre que peu de résistance à l'air, donc peu d'abri à Laurent Fignon, lequel est plus grand, plus important sur le vélo, plus puissant, tandis qu'ils sont tous les deux parfaitement profilés, mais chacun à son altitude. Et Mottet, évidemment, dans son sillage, ça n'est jamais très drôle, étant donné qu'il roule très vite d'une part et qu'il s'applique à pénétrer dans l'air d'une façon formidable. Oui, Jean-Paul. Dans la traversée de Martigues, l'écart est passé à 45 secondes. Oh là là, 45 secondes. Ça devient tout à fait exceptionnel. Et ça peut vraiment donner lieu à une arrivée triomphale dont on ose à peine rêver. Fignon-Mottet à la lutte pour une victoire d'étape à Marseille le 14 juillet. C'est plus qu'on osait en espérer. Peut-être un petit mot de Bernard Vallet quand vous le pourrez, Jean-Paul. Bernard Vallet qui est derrière les deux hommes. Là, je le vois dans la voiture RMO. Une crevaison d'un coéquipier de Charly Mottet là, sur la droite de la route, mais ça se passe à l'arrière. Il semble qu'il y ait un certain calme du côté du peloton maintenant, après la réaction dans la tempête il y a seulement 10 minutes ou 15 minutes de cela, menée par Kelly et Alcala, depuis que Lemond a été rejoint, lui parti en quatuor de contre-attaque. En tête du peloton, vous voyez, l'allure est nettement moins vive, même si ceux qui mènent ou qui vont prendre le relais semblent au maximum de leur action. Mais il y a aussi la différence de classe qui intervient entre ceux qui jouent les grands acteurs pour le moment. Et un homme comme Rouet, je vous le disais, va se signaler en 3e position, bloquant bien Delgado. Là. Oh, je suis très surpris de l'absence des coéquipiers de Delgado, comme Indurain, comme Gorospe, comme Dominique Arnaud. Tous ces garçons qui peuvent faire du travail pour ramener le peloton sur Fignon et Mottet. Je suis très surpris de ne pas les voir ici. Et Lemond, à son propos, il faut tenir le même raisonnement. Il a eu Mussoy tout à l'heure. C'est moins surprenant, Lemond. Ils ne sont plus que 4 avec lui. Ce ne sont pas des coureurs de grande fraîcheur. Parce qu'ils ont été très éprouvés par les jours derniers, alors que l'équipe Reynolds, c'est Patrick Montel nous le rappelait dans un magazine dans le journal du Tour, l'équipe Reynolds c'est bien structurée, bien équilibrée, et là je suis assez surpris de ne pas voir les rouleurs de Reynolds aux côtés de leur leader Delgado. 50 secondes. Je vous ai dit, s'ils atteignent la minute au sommet de la dernière côte à Saint-Antoine, ça sera fait. On ne reprend pas une minute, même sur les quais de la Joliette, où le public n'apparaît pas du tout, mais c'est impressionnant de s'engager sur ce très long boulevard qui va mener au dernier quai après quelques virages, le quai du Vieux-Port. Donc Fignon et Mottet, tout à fait sur leur rail à cet endroit-là, ne seront pas rejoints. Et Delgado doit maintenant s'imposer un effort qu'il ne comptait pas rencontrer dans la journée. Et les sprinters avec Stephen Hodge, ici le coéquipier de Mathieu Hermans, qui fait son travail aussi pour tenter de ramener le peloton et de favoriser une victoire de son sprinter maison. Sprinter maison qui nous avait ravis à Blagnac en remportant une étape
marqué par les malheurs de Rudy Danens. « 47 secondes, c'est le dernier écart indiqué ici sur la ligne d'arrivée au public de plus en plus massif et qui n'est pas tombé dans le piège de la dernière arrivée du Tour à Marseille. Orsières-Merlette, où le peloton, sous l'impulsion de Merckx, avait cocagné à 1 minute du départ à l'arrivée. Le peloton était arrivé avec 2 heures d'avance, s'était présenté devant le juge, alors que tous les Marseillais sont renseignés pour savoir où était exactement la ligne d'arrivée. Les coureurs étaient déjà tous repartis vers le départ de Perpignan le lendemain. Ça, on s'en souvient à Marseille, c'était la meilleure blague marseillaise des derniers Tours de France. Et cette année, personne ne s'est laissé prendre dans le piège. On compte très nombreux les Marseillais qui occupent maintenant une place sur le quai du Vieux-Port. On a vu Delgado toujours en tête du peloton des poursuivants. C'est dire qu'il ne trouve pas beaucoup d'alliés pour revenir. Sans doute Greg LeMond estime-t-il avoir fait sa part de travail et c'est juste. Maintenant c'est Delgado qui doit prendre les choses en main car Laurent Fignon est en train de consolider un petit peu son maillot jaune et Mottet lui pourrait bien ravir la 2e place à Greg LeMond puisque je vous le rappelle il n'y a que 50 secondes d'écart entre les 2 hommes. Patrick. Oui, Jean-Paul. Et ce qu'il y a d'extraordinaire tout à l'heure, ça vient de se passer sous nos yeux. Cyril Guimard a appelé Bernard Vallet. Vous voyez donc les 2 directeurs sportifs qui ont les 2 coureurs de tête. Ils se sont un petit peu concertés. Et Bernard Vallet vient, vous allez le voir à l'image, vient de se porter à la hauteur de Mottet pour lui dire voilà, l'écart continue à augmenter. Et bien c'est le moment donc d'appuyer encore davantage sur les pédales car la course est en train de se jouer. Et oui, le grand vainqueur du jour, ce serait bien entendu Laurent Fignon qui consoliderait son maillot. Mais les 2 hommes trouvent leur intérêt dans l'affaire. Charlie Mottet d'abord parce qu'il serait 2e du général si d'aventure il comptait plus de 50 secondes d'avance à l'arrivée sur Greg LeMond. Et puis parce que ces quelques secondes qu'il grappillerait aujourd'hui, eh bien ce serait toujours ça d'avance pour monter du côté d'Orsières-Merlette et ensuite pour aller à Villard-de-Lans ou à l'Alpe d'Huez. Bon, je crois pouvoir vous dire aux uns et aux autres ce qui s'est raconté entre Cyril Guimard et Bernard Vallet. Tout simplement, il faut les associer aujourd'hui. On est unis pour la même cause. L'essentiel étant d'éliminer ou de retarder Delgado. Pour la suite, entre nous, on verra. On verra, mais ça n'est pas une promesse non plus de neutralité totale pour la longueur des Alpes. Non, mais c'est vrai que Mottet trouvera encore plus son intérêt en remportant l'étape. Mais une étape à Marseille le 14 juillet, autant Delgado l'autre jour s'est montré consigneur avec Millard, et c'est normal, puisque les hommes avaient fait le travail ensemble. Autant là, je pense qu'on assistera à un sprint. Oui, très serré, parce que Fignon est assez rapide aussi au sprint. Et il n'est pas maladroit dans les sprints limités à 4 ou 5 individus, même si Charlie, au départ, paraît intrinsèquement dans les derniers mètres un peu plus rapide que Fignon. On sait que Fignon en tête avec sa puissance peut résister à n'importe qui. De toute façon, ils doivent maintenant, ou après le passage de la dernière faute, se poser la question à quelle sauce vais-je manger l'autre. Et à l'entrée de la Med, toujours 50 secondes. Entrée de la Med, c'est-à-dire maintenant dans le kilomètre du catch. Oui. Alors la Med, c'est à 38 km de l'arrivée. 38 km de l'arrivée, alors qu'en tête du peloton, on a vu une petite nervosité de la part de LeMond qui se retournait un petit peu en se disant mais qui va venir m'aider là pour venir rouler sur eux. Il a trouvé un peu timidement, j'allais dire, les coéquipiers des sprinters, et je parlais tout à l'heure de Mathieu Hermans, on a vu Hodge, et puis autrement le gars Amstel qui est là mais qui ne fait pas de travail parce que bon, ce n'est pas véritablement lui qui est menacé. Il est tranquille, là, il a une position privilégiée, Amstel, depuis le début de ce Tour de France. Ça s'annonce mal. Alors je peux vous dire, regardez, Delgado vient relancer, mais les images que nous venons de voir sont très révélatrices. On a vu Thierry Marry qui surveillait Delgado, donc qui trouble la progression de ce groupe de chasse. Et puis derrière, on a vu un coéquipier de Mottet qui lui surveillait LeMond. Rendez-vous compte de cette alliance parfaite entre les 2 équipes françaises pour ces circonstances particulières du jour. Quant aux sprinters qui comptaient peut-être sur une éventualité de victoire d'étape, là pour le moment, ils sont à l'ouvrage à l'arrière, et leurs coéquipiers aussi, avant de les ramener dans le groupe de tête. Les purs sprinters devront passer par quelques difficultés. Vous avez pu vous approcher de Bernard Vallet, Jean-Paul? Exactement, alors Bernard Vallet, ça va où vous? Disons qu'il reste encore que 37 km. C'est vrai que là, les 2 hommes font vraiment un numéro. Et je ne sais pas comment ils s'entendent derrière, mais c'est un grand moment du Tour encore. Ah oui. Comment saviez-vous que j'étais avec Bernard Vallet? Je le sens, vous savez, Jean-Paul. On ne partage pas le même bureau à Antenne 2 toute l'année sans sentir quelque chose, allons. Et sa voiture était à l'image
Non, non, c'était celle de Cyril. Non, Robert. Ah bon? C'était celle Faut de être en Cyril mauvaise Guimard. langue, alors. Non. Non, n'essaye pas de semer la zizanie, Robert. Allez, on redevient sérieux avec ce grand moment du tour, comme disait Bernard Vallet. Cette échappée royale de Laurent Fignon et Charlie Mottet. J'ose à peine y croire tellement c'est somptueux. Et derrière, toujours cette inquiétude pour Power, pour Alcala dans sa roue, pour Pedro Delgado qui apparaît maintenant à l'image. Et ces hommes qui vraiment ne savent pas ce qui leur arrive, c'est la révolution dans le Tour de France. Et dans ce peloton, on relève aussi des traces de fatigue. On s'en aperçoit à chaque relais des uns et des autres. Si certains n'étaient pas des équipiers de leader, ils ne se montreraient pas en tête. Et Delgado est obligé à un travail considérable maintenant. Le voici pratiquement seul des grandes vedettes pour essayer de revenir sur Fignon et sur Mottet. Hodge, Stéphane Hodge. Gros travail de l'Australien. Oui, se bat bien aussi. Très gros travail de l'Australien qui trouve là J'ai trouvé l'occasion de beaucoup ramener son d'amitié dans le spectateur. peloton. Il est ravi d'être en France, dans le Tour de France. Bien sûr. Non, puis il travaille pour Mathieu Hermans. Oui, bien sûr. Les esprits compréhensifs sont nombreux. Et Cyril Guimard qui vient parler à nouveau à Laurent Fignon pour leur dire sans doute, comme vous le souligniez tout à l'heure, il faut y aller. Aucune raison de vous relever. D'ailleurs, la preuve à l'image. 50 secondes d'avance. Et oui, Patrick, maintenant l'écart vient de descendre. Aïe. 37 secondes d'avance. 37 secondes. L'écart est tombé à la faveur des longues lignes droites que nous venons d'avoir. Alors, un petit coup d'œil pour dire que la côte de Saint-Antoine donc se situe à 14 km de l'arrivée. Et là, nous venons de passer le catch, c'est bien cela. Donc nous sommes encore, oh oui, ça va être long, encore 20 km pour atteindre cette côte. Ces 20 km pourraient bien être difficiles pour nos deux hommes de tête. Non, je pense qu'on a un kilométrage à remettre au point là. Non, la Med, le catch Oui. est à 38 km de l'arrivée. Ah oui, non, la côte de Reuve. Non, non. Oui, oui. Non, on doit être à 6 km de cette côte de Saint-Antoine. C'est Jean-Paul, ça. un petit C'est coup ça. d'œil sur la progression des coureurs et sur notre situation géographique. Pardon, Patrick. À combien de kilomètres de l'arrivée sommes-nous? Eh bien, écoutez, nous avons quitté la Med depuis déjà 2 km. Donc, ce qui nous donne exactement, donc nous sommes à 35 km de l'arrivée. Oui, bah, c'est- La route est assez longue, c'est vrai, entre la sortie de la Med et la côte de Saint-Antoine, le pied de la côte tout au moins. Mais à l'allure du peloton, les kilomètres vont plus vite. Il reste que la distance demeure la même pour tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait un tel écart quand même. Amstel pourrait peut-être nous renseigner, lui qui semble si attentif et si loin des choses qui se passent en tête, pour autant. Attentif en tout cas à ne pas tomber et à préserver sa place. Comme Delgado est à côté de lui, il n'a qu'un homme à surveiller. S'il réagit seul, c'est Delgado. Gérard Rolls, des nouvelles de l'arrière peut-être? Bien, pour l'instant, derrière Patrick, le peloton qui regroupe le maximum de coureurs, je vous disais tout à l'heure une centaine d'unités, roule toujours groupé, très vite, toujours sous l'impulsion des Z Peugeot, toujours Renan Pinsec, toujours Robert Millar. À signaler simplement, et vous le disiez tout à l'heure, le vent très violent. Et en particulier, on l'a bien senti dans la Med. Et c'est peut-être une explication d'ailleurs pour la tête du fait que l'écart se soit un peu réduit. Le vent est très violent. Il a été à un moment de face. Ensuite, il est repassé de 3/4 arrière parce qu'il y a eu un virage. Mais je vous assure, il est très violent et ça se sent énormément lorsqu'on est sur la route. Là, le vent qui semble à nouveau de 3/4 arrière. Et écart toujours le même, 37 secondes. 37 secondes. Donc On peut l'expliquer par les deux conversations, le temps passé aux conversations avec leur directeur sportif. c'est vrai aussi. On perd facilement 5 à 6 secondes dans ces cas-là. Mais il est sûr que le peloton, apprenant qu'il revient à 37 secondes des deux hommes de tête, va activer maintenant alors qu'il paraissait mal engagé tout à l'heure, malgré Delgado. Mais le relief devrait servir nos deux hommes là, avec la côte de Reuve dans quelques kilomètres, puis la côte de Saint-Antoine. Côte de Saint-Antoine difficile, classée en 3e catégorie, assez brève mais assez difficile. Nous serons alors à 14 km de l'arrivée lorsque nous aurons gravi la côte de Saint-Antoine. Et Marie toujours très attentif dans le sillage de Delgado. Patrick, les hommes qui emmènent le peloton, eh bien, sont les hommes de la formation de Greg LeMond, ADR, et les hommes de la formation 7-Eleven, et alternativement aussi ceux de PDM. Voilà pour la tête du groupe LeMond Delgado. Avec Power, Jean-Paul,
Reux et compagnie, où sont-ils passés? On les voit guère en action là. Je n'ai pas compris votre question, Robert. Reux et les autres de PDM, où sont-ils passés? Parce qu'on ne les voit pas souvent intervenir en tête. Eh bien, tout à l'heure, ils assuraient les relais et maintenant, bon, ils viennent de se replacer là et ils sont à mi-peloton. Alors que par une autre source, nous avons un autre écart qui est de 40 secondes, sensiblement le même que le nôtre. Il est confirmé, nous venons de l'avoir affiché sur notre écran. 40 secondes donc entre les deux hommes de tête et le peloton. Un peloton qui évolue d'une manière assez soutenue maintenant. Et il faudra un véritable exploit de Laurent Fignon et Charly Mottet à l'image maintenant pour résister encore au retour de ce peloton. Voilà, bah c'est une manière comme une autre de nous montrer dire que ce tour a la tête à l'envers. ce tour. Très beau plan de nos amis de la SFP qui assurent tout le tour sur les motos. Voilà Tonis, justement, le réclamait un peu en tête. Il n'occupe pas la première place, mais derrière Kelly, son partenaire, son chef de file comme l'on voudra, en tout cas pour l'instant son maillot vert que Tonis doit défendre aussi. Mais il ne passe pas en tête. Il y a eu une façon particulière de courir de la part des PDM, dont Reux ici est le leader, qui n'interviennent pas, c'est qu'ils sont presque assurés pour leur part, en tout cas dans leur esprit, que Fignon et Mottet vont devoir bientôt mettre un terme à leur entreprise. Et puis il laisse aussi le bébé, si je puis dire, à Delgado et Lemonde, qui sont encore plus concernés, puisque placés au 2e et 4e rang du classement général. 40 secondes indique l'Ardoisier d'écart entre les deux hommes et le premier peloton. Exactement 38 secondes. 38, je rectifie de 2 secondes. 38 secondes donc, et dans quelques instants un autre pointage encore. Avec toujours autant de monde sur la route. 38 secondes, nous confirme-t-on ici avec cette animation. Laurent Fignon qui effectue un gros travail. Charly Mottet qui prend le relais ici, qui n'est pas avare non plus de son effort. Vraiment une passe d'armes qui nous laisse complètement pantois. Tout à fait étonnant ce Tour de France. Il se passe toujours quelque chose. Pas le temps de regarder le paysage non plus. L'immense zone industrielle des environs de Marseille, avec Marignane sur la gauche pour l'instant pour les coureurs. Peut-être pour certains l'envie de retrouver un avion le plus vite possible pour rentrer. Mais je ne crois pas que ce soit l'esprit des hommes de tête, tandis qu'à l'arrière, après tous les accidents qui ont handicapé une bonne vingtaine de membres du peloton, on doit penser à demain avec le premier contact avec les Alpes vers Gap, et ça ne doit pas rassurer l'ensemble. Delgado qui n'est pas très bien aujourd'hui, là c'est une certitude. Il ne peut pas prendre en main. C'est pas son domaine non plus. Il est seul pour organiser à la tête d'un peloton une chasse pareille et contrôlée par les équipiers et de Mottet et de Fignon. Il n'est pas habitué à ce genre de course, Delgado. Il la domine en montagne. Pour le reste, il a ses partenaires qui doivent s'occuper. Complètement absent actuellement, les partenaires de Pedro. Et ça, c'est une des grandes surprises de cette journée. Il faut préciser aussi que les hommes de la formation PDM se sont montrés en tête du peloton pour Kelly, que les hommes de la formation ADR ont également fait le travail et que Delgado est quand même resté dans le peloton sans se manifester. Alors comme vous dites, on peut se poser la question, n'est-il pas bien aujourd'hui ou alors joue-t-il au chat et à la souris? Vous savez, on peut se poser de multiples questions. Oui. Il a essayé tout à l'heure, mais devant la vanité de ses efforts, il a compris que c'était pas la peine d'insister seul contre deux rouleurs comme Fignon et Mottet. Il y en a un qu'on pardonnera aujourd'hui de ne pas faire son travail, si je puis dire, aux côtés de Delgado. C'est l'ami Dominique Arnaud qui hier a donné déjà beaucoup d'énergie dans cette échappée un petit peu folle également, qui emmenait les coureurs du côté de Montpellier. Et rappelez-vous, Patrick, on s'était posé la question à savoir pourquoi Arnaud donnait tant hier alors qu'il aurait besoin peut-être de ses forces dans les étapes suivantes. Enfin, à se poser toutes les questions, bien sûr, il n'y aurait pas de Tour de France. Oui. Il avait 20 minutes d'avance quand même, et il aurait été étonnant de le voir arrêter au bord de la route pour venir conforter son leader et lui dire « Pardonne-moi si j'ai fait ça, je ne recommencerai plus ». Les images de Guy Testarossa sur la moto numéro 3. Alors attention, à quelques kilomètres du Rove, eh bien, l'écart est tombé à 30 secondes. 30 secondes. Mais là, voilà, le parcours devient un petit peu plus mouvementé et accidenté. Et ça pourrait donner l'occasion, si nos deux hommes ont encore des forces à donner, de recreuser peut-être un petit peu cet écart.
Motet procède par petits coups de rein d'une nervosité extrême. Je parle caractère nerveux, non pas de l'esprit de Motet, mais de son coup de pédale. Et on a pas vu le dos tourné qu'il a déjà repassé en première position. Avec ces petits bouquets bleu, blanc, rouge qui fleurissent sur la route du Tour. Chacun ayant célébré à sa manière. Ah voilà les PDM avec Tonis. Le 14 juillet. Les mondes ne bougent pas. Si le ça se regroupe, ça sera une opération bénéfique pour Delgado. Il aura laissé Fignon accomplir de très gros efforts à l'avant. Ça peut se concevoir comme ça aussi. Oui, mais ce sera aussi une opération bénéfique pour le panache. Pour le panache de Fignon et de Motet, qui en ce 14 juillet ne pouvaient pas... Enfin si, ils auraient pu en faire moins. Un événement peut-être. Asten va occuper pour une fois la première place. Va prendre la tête du peloton. Il est en deuxième position derrière les mondes. Alors que Guimard est venu informer Laurent Fignon que l'écart était tombé à 30 secondes. Alors que faut-il faire? Quelle tactique adopter désormais? Kelly en tête du peloton. Tout est là. Tennis. Et là, l'allure est très vive, on le voit sur ces images, avec des relais puissants et assez brefs. Greg LeMond maintenant prend à nouveau la direction des opérations. Tonis qui n'a plus son vélo de départ. Dans sa roue, le leader de l'équipe 7-Eleven, Andy Amstin. Patrick? Oui, Gérard. Oui, c'est les petites confidences à l'intérieur des suiveurs, chez les suiveurs, là, à propos de la bagarre qu'il y a devant, donc entre le RMO et le Super U. Christian Rumeau, le directeur adjoint, me dit que tout va vraiment se jouer dans la côte Saint-Antoine. Par exemple, le Tour méditerranéen, avec 18 secondes, un coureur ensuite était allé jusqu'au bout. C'était, je crois, Charlie Motet, justement. Donc là, Christian Rumeau me dit, si jamais, là, ils ne craquent pas maintenant, ils ne seront pas repris, ils iront au bout. Et à ce moment-là, Charlie va faire un truc. Alors, on va voir. Oui, mais l'essentiel étant de savoir, alors qu'on est là dans la côte de Rove, si les deux coureurs vont parvenir ensuite à boucler les 8 km qui séparent les deux côtes pour passer au sommet de la côte de Saint-Antoine en première position, alors que les poursuivants se rapprochent à 26 secondes maintenant. Moralement, Motet et Fignon, s'ils échouent, en prendront un petit coup. Et ce n'est pas pour autant que Delgado triomphera, parce que d'autres auront participé. Mais pour Delgado, c'est quand même une assurance complémentaire avant d'attaquer les Alpes, que finalement Motet et Fignon, même unis pour la même cause, ne sont pas invulnérables. Ah là, il y a un petit temps mort là, en tête du poursuivant. On a vu Alcala va pas traîner. Hein. C'est pas son genre, du moment qu'il se porte en tête. Et voilà, revenez dans le sillage d'Alcala, à vos souhaits. L'écart se réduit. L'écart se réduit encore. Nous sommes à 1 km exactement du sommet de la côte du Rove. Et 12 secondes seulement séparent les deux hommes de tête du premier peloton. 12 secondes, je répète. Et ce pourrait être la fin d'une belle aventure. Et attention au contre dans l'ascension de la côte de Saint-Antoine. Il faut passer, a dit Jean-François Pêcheux. C'est-à-dire qu'il ne faut plus intercaler de motos ou de voitures entre les deux hommes de tête et le petit peloton. Ah oui, là, ils sont tout près, tout près. Alors, pour le panache, qui? Lemond, Delgado pour marquer le coup, ou Thierry Marie? Je verrais bien Thierry Marie, Lemond et Delgado, eux, étant déjà bien contents de venir à la hauteur de Fignon et Motet. Et ce sont les hommes de Paternina et de PDM qui effectuent tout le travail dans la côte pour revenir sur les deux hommes de tête. Et l'écart se réduit encore, enfin une dizaine de secondes. Donc. Brooks, Steven Brooks est là-bas, Tonis est en tête maintenant. Lemon en deuxième position. On fait donner la cavalerie. On n'a pas plaisanté avec ce coup de bluff des deux Français. Attention au contre. On a peu vu Indurain jusqu'ici. Comme la descente est extrêmement rapide, il aime bien Indurain. S'il sort de ce peloton, lui qu'on en a guère vu aux côtés de Delgado. Oui, alors ce serait mal joué, parce que s'il se permet ça, ça veut dire qu'il en avait un petit peu sous la pédale. Et ce serait quand même étonnant que d'avoir laissé son leader se débrouiller tout seul avec... Oui, à moins qu'il soit assuré pour sa part de la supériorité de Delgado. Mais le peloton a perdu quelques unités en cours de route, Gérard. Robert, la tête de la course, oui. avec le petit peloton qui revient sur les deux hommes, c'est fait.
Robert? Oui, Gérard. Oui, Patrick, à la fin, derrière, je veux dire à la fin de la course, derrière le peloton a littéralement explosé. Nous allons à une très grande vitesse. Il y a un rythme Jonction. fantastique encore une fois aujourd'hui dans cette course-là. Et je vous assure que derrière, ça va laisser des traces Regardez. parmi le gros du peloton. Lemond a chambré un petit peu Oui. Fignon. Il lui a fait signe de leur dire, alors que là il discute avec Tenis. Je crois que là on s'est fait peut-être un petit clin d'œil de leur dire, dis donc, tu nous as fait un drôle de coup là. Voilà, c'est terminé. Hein. Et on voit que Tenis a compris qu'il fallait continuer à rouler car il y a une cassure. Amstel, Amstel lui, ben, ça l'intéresse pas. faites la photo, il passe en tête. Oui, c'est vrai que ce garçon est peut-être sympathique, mais lorsqu'on nous propose Très discret. de dresser un palmarès possible de ce Tour de France, un podium, eh bien, il y a peu de gens qui sont enclins à le placer sur le podium, car ce n'est pas un coureur de panache. Et dans un Tour de France comme ça, il faut un vainqueur et des accessibles pour des hommes de panache, car vous le disiez, Amstel en tête, c'est quand même une chose. Pour le moment, il s'est contenté d'un rôle de suiveur. Nous verrons s'il est capable de faire autre chose. Ah, c'est dommage, il eût été important que les deux hommes passent en tête, Ouais. ne se fassent pas rejoindre au sommet de la côte. C'était alors jouable et là maintenant, ben, tout est terminé. Boer, pas malheureux de retrouver sa place parce qu'après le regroupement, le temps d'arrêt est marqué évidemment par tout le monde, ce dont peut profiter le deuxième gros peloton. Et Boer, élément d'avant-garde de ce deuxième gros peloton, réintègre maintenant ce que l'on appelait autrefois le gros de la troupe. Qui est un petit de la troupe d'ailleurs aujourd'hui, Oui. puisque s'ils sont une centaine dans le peloton, eh bien, regardez, ça attaque à nouveau, voilà. Et ça c'est Lemond qui vaut bien le coup et qui a tout à l'heure parlé à Tenis. Ils se sont dit, nous deux gaillards là, ils ont laissé des forces. Il va falloir essayer maintenant de leur faire payer. Fignon n'apprécie pas, hein. Il est le premier à lancer la poursuite. Et Kelly est obligé de se reprendre aussi, Il va quand même pas se plaindre. C'est lui qui a non, déclenché bien les sûr. hostilités. bien sûr. Delgado qui revient de l'antépénultième position. Ouais, De temps en temps, et faut les le hommes dire, de ça. la formation de Lemon, donc toujours en tête. Suivi des PDM, Laurent Fignon occupant une position dans les 10 premiers. Et moi je vois bien un contre de Thierry Marie dans quelques hectomètres ou dans quelques kilomètres. Oui, normalement, ça pourrait se passer comme ça. Gérard Huet reprend aussi des forces, demande un peu à Cyril Guimard ce qu'il convient de faire maintenant, tandis que Delgado se laisse glisser à l'arrière du peloton, observé par Kelly, tous les deux à une centaine de mètres des attaquants et des contreurs du genre Lemon. Delgado, là. Avec Roux dans sa roue et Laurent Fignon est juste devant. Fignon qui aura sûrement conservé quand même assez de force pour rester dans ce bon wagon. En tout cas, si d'aventure il perdait quelques hectomètres à la suite de cette fuite, ce serait dommage. Le panache serait bien mal payé. Il va falloir être vigilant quand même. Ah, bien sûr. Mais quand les leaders se retrouvent tous ensemble à partir de la 10e place, les autres ne savent plus tellement à quel sens jouer, quoi faire. Lui, Lemon n'a pas de problème, il lui reste un équipier à côté. Je ne sais pas si Bougnot est là, Jean-Paul. Si Bougnot n'était pas là, ce serait le seul absent, avec Robert Millard bien sûr, 8e du général. Tout le monde est là, autrement jusqu'à la 12e place. S'il y a deux absents, alors qu'il y a une petite rupture de faisceau là. C'est sous le tunnel, Oui, le long tunnel. Voilà. La sortie du tunnel, 89, ça tombe bien aussi. et oui, pour Greg Lemond, qui provoque peut-être une petite cassure. Charlie Mottet prouve qu'il est encore frais. Oui, la cassure, voilà, je la sentais venir. Avec Roux en 4e position. Roux qui est revenu de l'arrière. Et une nouvelle passe d'armes qui s'annonce avec toujours Charlie Mottet. Attention, il va falloir être vigilant. Et Laurent Fignon doit se méfier de ce genre d'attaque alors qu'Amstel, lui, est arrivé dans les roues. Oui, il s'approche de plus en plus, Amstel, maintenant. Nouvelle attaque. Alors qu'on arrive Nous venons de dans la passer- ville de Marseille. Nous venons de passer devant le tunnel du Rhône, donc, et nous apercevons ici la ville de Marseille, le port. Une vue absolument magnifique d'ailleurs, Ah ouais. que n'ont pas le temps d'apercevoir les coureurs, bien sûr. À nous, en tout cas, on se régale avec Lemon qui n'insiste pas. les Lemond. Bah, ceux qui sont devant lui présentent moins de danger. Encore que, attendez, Charlie Mottet doit être devant. Charlie Mottet avec Roux. Greg Lemond. Qui permis.
Alcala dans sa roue. Pedro Delgado. Oh, ça explose de tous les côtés. Ça n'arrête pas. Quelle course, quel Tour de France. Mais c'est inouï. On se souvient de ces journées tranquilles. Eh bien, aujourd'hui, ça n'existe plus sur le Tour. Vous qui suivez le Tour de France à la télévision, vous ne pouvez pas vous offrir une après-midi de plage. Il peut toujours se passer quelque chose, et encore plus dans les jours qui viennent. Indurain, on vient de voir porteur du maillot de la performance, rassemblant donc les couleurs des 4 autres maillots. Marie dans le sillage de Kelly. Rué avec le 42. Rué. Richard, le champion de Suisse. Vincent Barthaud aussi qui est là. Vincent Barthaud, oui. Attention à Barthaud qui a une bonne vitesse au sprint. Bauer derrière lui, Charlie Mottet qui ferme la marche. Le groupe s'est reformé. Facilité aussi de Rux qui est remarquable. Entrée de Marseille pour la tête. Entrée de Marseille. Eh bien, nous sommes ici à 20 km de l'arrivée, 20 km 500 exactement. Et nous allons gravir dans 6 km la côte Saint-Antoine. Côte de Saint-Antoine, assez difficile. A-t-on l'écart à l'arrière entre ce peloton et le gros peloton où figure Millard? Voilà une bonne question. Bonne question, mais ça descendait de manière très pentue tout à Je l'heure. vous propose de faire un top avec Gérard. Vous donnez un top à Gérard Rolls. Alors Gérard, si vous me recevez Gérard, nous allons passer sous la banderole kilomètre 20 dans quelques instants. Je vais vous donner le top. Vous m'avez reçu déjà? Alors donnez-nous-le, on va le prendre. Jean-Paul, je vous reçois depuis le début de l'après-midi alors parfaitement. attention Gérard, top. J'ai une petite panne de chrono, moi, tiens. Voilà, il est parti. Alors on va... Patrick? Oui. Oui, non, je recevais parfaitement Jean-Paul, j'ai pris le top. Et simplement pour vous signaler que Luis Herrera a été distancé du gros peloton, qui d'une certaine façon lui aussi a bien des difficultés à suivre le rythme puisqu'il a explosé, et que Luis Herrera est tombé parce que son cuissard est déchiré, il est tombé sur le côté droit. Groupe de tête, il y a Rox, il y a Kelly, donc il y a Danens, il y a bien entendu Fignon, Barthaud, Bauer, Lemon, il y a Capes, Alcala, Manuel Ejarreta, Mottet, Pascal Richard et Tenis. Voilà les hommes, et Lemon bien sûr, qui composent le groupe de tête avec Delgado. Voilà les trois, Delgado, Lemon et Fignon sont là avec Kelly, Amstein, Pascal Richard, Tenis, Rox. Et ça revient maintenant, oui. voilà, un autre groupe revient avec Colletti, avec Thierry Marie, avec Vichot notamment, avec Martine Ducrot. Voilà, donc on se retrouve à une vingtaine d'hommes à nouveau, un peu plus. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Barthaud aussi bien placé, Robert, avant. Oui. Possible au sprint. Mais Fignon a besoin de lui là, en ce moment, ne serait-ce que moralement, pour se savoir secouru en cas de pépin. Heureusement, Marie Hervé arrive dans quelques instants aussi. Et Barthaud a tout intérêt dans ce grand virage à ne pas se laisser glisser trop loin, car nous allons aborder la côte rapidement. Et Delgado est capable, pour montrer aussi qu'aujourd'hui il valait les autres, est capable de tenter un petit démarrage, ne serait-ce que pour se tester et mesurer la résistance de ses adversaires. Kelly toujours bien placé. Demande à personne qu'on le ramène, Kelly. Ah, Kelly aujourd'hui, vainqueur ici, c'est aussi une hypothèse qu'il convient de retenir. 26 hommes composent le groupe de tête, 26. Alors si d'aventure on arrivait au sprint, eh bien il faudrait rappeler le nom de ces sprinteurs avec Mathieu Hermans bien entendu. Et Danens qui vient de tenter de partir en douce, d'échapper à la surveillance de tout le monde, mais la route est tellement large que ça débouche partout. Kelly donc à surveiller, Hermans, Fidanza également bien sûr. Apparemment. Patrick Chen? Oui. Donc l'écart entre le groupe de poursuivants et le reste du peloton est de 1 minute 05 et que maintenant les aides Peugeot de Robert Millard et de Pinsec sont relayés par les Toshiba. Intéressant. Alors je vous propose une petite liste. Tiens, on va mettre Sinon, Kelly, Hermans, Fidanza, Pancart, Van Olen et puis Barthaud, pourquoi pas cette 14e. Oui. Pas ridicule de l'ajouter une liste de sprinters, mais seulement après les 5 premiers que vous avez cités. Mais rien ne dit que nous arriverons au sprint sur le vieux port de Marseille, sur le quai du port. Puis ça m'étonnerait que quelqu'un ne tente pas le coup du dernier kilomètre. Ça s'y prête très favorablement sur le quai de la Joliette, partagé en deux, une partie à l'ombre, une partie au soleil. Alors celui qui s'en va dans le noir peut passer inaperçu.
Et les coéquipiers des sprinters qui font à nouveau leur apparition. Toujours les coéquipiers de Mathieu Hermans qui peuvent se montrer les plus utiles. Je ne sais pas si Hermans est là d'ailleurs. Il doit faire partie du deuxième peloton. Il a dû rentrer là. Jean-Paul, il serait intéressant. Jean-Paul, il serait intéressant de voir si Mathieu Hermans, Fidanza ou Plancart sont rentrés dans le deuxième groupe là, qui vient de grossir le peloton de tête. Oui, je vais essayer de me rendre compte, ça n'est pas tout à fait facile. Oh, votre œil de avec lynx. ces routes sinueuses, mais je vais essayer de le voir. Bah, Thierry Marie vient de rentrer, peut-être était-il en leur compagnie. Danens aussi qui a été récupéré. Rux sur la gauche avec le dossard numéro 11. On va surveiller Fidanza aujourd'hui. Attention Rux. La côte est assez sévère là. Tentative de démarrage, là c'est exactement l'endroit où il faut partir. Sur les bons grimpeurs, oui. Si on s'appelle Alcala, encore plus. Les hommes des côtes qui ne sont pas forcément des très très grands montagnards. Alcala, il est les deux. Mais Motet, par exemple, pour l'instant en tête d'un petit groupe de chasse. Attaque de Colotti suivi de Barthaud. Ah, intéressant. Motet accuse le coup de tout à l'heure. Et oui, on reconnaît ici Colotti. Colotti et Barthaud donc. C'était bien Barthaud. Hein. Oui, attaque de Colotti suivi de Barthaud. Qui ont pris une centaine de mètres au reste du groupe. La puissance de Colotti, ancien joueur de handball. Vincent Barthaud devant. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu Barthaud comme ça. Complètement retrouvé. Et Guimard doit se féliciter de lui avoir fait confiance au début de la saison, alors que depuis 2 bonnes années, on n'entendait plus parler de Barthaud, pourtant longtemps porteur du maillot jaune sur le Tour de France. Barthaud moins bon sprinter qu'auparavant, plus complet. Une arrivée entre ces deux hommes serait vraiment disputée, car Colotti l'a prouvé l'autre jour, même face à De Wilde, qui est un véritable sprinter. Il a de grosses qualités de finisseur. Là, tous les deux la trouveraient de la côte. Hein. Alors que c'est Martial Azan qui nous propose ces images de l'hélicoptère. Barthaud en force à la manière d'un sprinter qui s'est arraché les côtes de moins de 2 km, lesquelles conviennent toujours d'ailleurs aux bons sprinters. J'allais vous demander de le préciser, en effet, c'est un exercice particulier. Bon, c'est pas l'Alpe d'Huez bien sûr, mais une côte ça s'emmène en puissance comme bien un sûr. Tous les grands sprinters ont toujours su monter les côtes, parfois très sinueuses, très pentues, avec une extrême facilité, sauf quand évidemment, comme les autres, ils connaissent la défaillance. Alors se trouve intercalé Mauro Giannetti et Ludo Peters. Alors que ça revient derrière, semble-t-il que Ludo Peters va être absorbé. Alors 35 secondes entre Colotti, Barthaud et le peloton. 35 secondes, eh ben, ça veut dire que le coup est jouable là, parce qu'on le disait tout à l'heure et Christian Rumeau le confiait à Gérard Ross. Je crois que si on bascule en tête en haut de la côte de Saint-Antoine avec une grosse poignée de secondes d'avance, tout devient possible. Les relais ne se font plus comme il se faisait tout à l'heure entre Fignon et Motet. Le terrain n'est pas le même et pourtant il s'agit d'un représentant des deux mêmes formations. 15 km de l'arrivée pour les deux hommes de tête, 15. Et RMO et Super U, donc les deux équipes vedettes aujourd'hui, puisque Fignon Motet, c'est Barthaud Colotti. Et quel public ici au sommet de la côte. Et l'écart est en train de se creuser entre les deux hommes de tête et Mauro Giannetti intercalé, ainsi que le peloton. Patrick Chen. Oui. Jonction derrière avec le peloton qui est revenu donc sur les 25 premiers coureurs. Très bien, donc il n'y aura pas d'écart par l'arrière. Une belle passe. Il faudra regarder. Une belle passe, mais qui ne donne rien sur le classement général à établir tout à l'heure. Alors donc Ludo Peters, Capes, Bauer et Vermote, vas-y, sont également intercalés. Allons-y. Alors Capes, Bauer, Vermote
Gianetti, m'avez-vous dit tout à l'heure? Alors Le voici. ici c'est Delgado devant Fignon qui effectue tout le travail dans la montée de la côte de Saint-Antoine. Et Je vous Gianetti répète va être donc Capes, Bauer, Vermote et Peters Ludo intercalés. Alors qu'on est planté là dans cette Et montée. Gianetti également rejoint. Bartaux est parti tout seul. Vincent Bartaux part tout seul. Colotti a quelques difficultés. On les avait prévenus que cette côte était terrible sur la fin. Et 50 secondes entre Bartaux donc et le peloton. Ah, c'est jouable. 50 secondes. C'est jouable, mais je crois que Colotti aura la force pour revenir dans la descente s'il ne laisse pas trop de... Si Bartaux bascule avec 200 mètres d'avance, il a donc en plus la distance qui restera à gravir sur la côte pour Colotti. Ouais. Et Bartaux est un très bon finisseur. Alors, si Bartaux l'emporte ici... D'un du Rhin. Ah, intéressant. Un du Rhin sur la route, sur la gauche de la route, qui démarre tout seul. Donc c'est la preuve qu'on a bien calculé, on a bien joué le coup tout à l'heure du côté des Reynolds, qu'on était serein et tranquille et qu'on n'accordait aucune chance à la fuite de Motet-Fignon. Alors si Bartaux l'emportait ici, une chose plus que jamais, ce Tour de France serait le Tour des Renaissances. Oui. Et il est bien, il récupère peu à peu du terrible effort qu'il a dû accomplir au moment où Colotti disparaissait de son sillage. Il n'a rien fait pour le lâcher, Bartaux, mais il était un peu plus fort. Et depuis quelques jours, dans le Tour de France, on remarque cette différence uniquement acquise par une question de puissance, de fraîcheur. Fraîcheur physique, un mot des mots qu'on va employer souvent à partir de demain. Bartaux qui avait été, vous en souvenez, le héros du Tour de France 84. 120 mètres d'écart entre les deux hommes. Et Bartaux qui passe sous la banderole du sommet meilleur grimpeur de cette côte de Saint-Antoine. Il lui reste 14 km à accomplir jusqu'à l'arrivée. Il s'est offert un petit peu de roue libre là pour relancer. Alors là, deux écoles. Il part, il donne tout. Et si Colotti revient, tout est possible. Alors il attend Colotti. Ils unissent leurs efforts pour aller jusqu'à l'arrivée. Et ensuite, ils tentent de le battre au sprint. Oui, bien sûr, mais ce serait trop dangereux. L'écart séparant Colotti du peloton étant tellement réduit que Bartaux perdra là un temps tout à fait inutilement. Autant qu'il aille maintenant. Il est lancé, c'est un peu comme le Fignon tout à l'heure, lequel opérait en compagnie de Motet. Mais Christophe Lavenne va se porter en tête. Fignon aussi sûrement pour bloquer. Ce serait une revanche pour Fignon de son échec de tout à l'heure pour bloquer la course, tandis que Tonis, une nouvelle fois, va chercher à accélérer. Et 52 secondes au sommet de la côte pour Bartaux sur le premier peloton. Mais Fignon va laisser faire Tonis. Vous savez pourquoi? Parce que Tonis travaille là pour le Grand Prix de la montagne et marquer des points. Ça n'intéresse pas Fignon pour l'instant. Il va donc le laisser caracoler sur une centaine de mètres. Cependant, Tonis est capable, lui, de se lancer à la poursuite de Bartaux. Il n'a rien à perdre non plus. Bartaux qui fonce vers Marseille à 12 km environ de la ligne d'arrivée maintenant. Vincent Bartaux, héros, je le disais tout à l'heure, du Tour 84. Il avait longtemps porté le maillot jaune. On lui promettait ce maillot pour quelques heures ou quelques jours. Il l'avait porté jusqu'aux Alpes, surprenant tout le monde. Et il n'avait pas bien vécu cet après-maillot jaune. Il a eu quelques problèmes. C'est un fidèle, un ami de Greg LeMond, qu'il avait pris un petit peu sous sa coupe. Et là, Cyril Guimard a décidé de lui faire confiance à nouveau. Et il a provoqué ainsi, un peu à l'image de Pascal Simon, une renaissance pour Vincent Bartaux, qui serait un vainqueur parfait pour cette journée du 14 juillet. Et qui nous fait penser d'ailleurs à Pascal Jules, trop tôt disparu. Eh oui. C'était deux copains, Vincent et Pascal. Même type de courant, même combativité. Là, c'est évident. Bartaux n'a pas du tout l'intention de céder, de n'attendre personne. Même si on lui signale un coureur à 100 mètres de lui, il l'obligera à l'effort pour combler les 100 mètres. Et ne verra pas avec un grand plaisir le retour de cet inattendu. Jean-Paul, si l'aventure Bartaux l'emportait, ça ferait plaisir aux deux premiers du général. À Fignon, parce que c'est son copain et son coéquipier, et aussi à Greg LeMond, car c'est vraiment son ami. Ah oui, c'est vrai, ils ont été ensemble. Il reste, c'est LeMond qui avait insisté pour l'avoir à ses côtés. Et il avait été ensuite particulièrement malchanceux, puisqu'il était tombé au Tour d'Italie, qu'il avait connu après des problèmes de santé. Et on peut parler aujourd'hui de résurrection pour Vincent Bartaux. C'est vrai, il possède maintenant 55 secondes d'avance sur le peloton. Et Colotti est maintenant à 35 secondes de lui. Et c'est la fête des Français aujourd'hui avec Laurent Biondi, Oui, le Grenoblois Laurent, qui est parti en contre. Pas de cadeau aussi à ce propos. Pour une victoire d'étape, les Français sont prêts à toutes les grandes dépenses, physiques bien sûr. Vincent Bartaux qui n'a aucune ambition
au classement général. Il est là pour rendre service à Laurent Fignon, mais là aussi pour tenter de remporter une victoire d'étape. Voilà. Deux garçons, alors vraiment, on a toujours nos petites amitiés dans le peloton. Oui. Il y a toujours des. Alors, Colotti On et les aime. Bartaux, j'allais dire même combat, quoi. Deux garçons charmants, toujours aimables, aimant leur métier, le faisant bien. Et Colotti, l'autre jour, qui avait échoué de si peu derrière De Wild, eh bien, avait fait preuve de sa sportivité habituelle. Et il se disait, ce sera pour une autre fois. On se souvient qu'il avait été battu par De Wild, ça se passait à Bordeaux. Il avait réussi à résister au retour de Tolouk, de Bauer, de Van Poppel et des autres. Mais il avait terminé deuxième seulement et c'était le soir du match de son ami René Jacot. Il avait dit, moi j'ai fait deuxième, il faudrait que René, lui, ne se contente pas de cette place. Gagne une place. Patrick, il y a 25 secondes maintenant donc d'écart entre Bartaux et Colotti. L'écart est en cours avec le reste du peloton et si Gérard Rolls me reçoit, eh bien il pourrait peut-être passer à l'avant maintenant alors que je vais tenter de regagner la ligne d'arrivée pour préparer les interviews. Moi, je suis très optimiste pour Bartaux là. Oui, on peut. On le peut, d'autant qu'il témoigne de beaucoup d'esprit tactique. Son petit abri derrière la voiture tout à l'heure, c'est pas lui qui l'avait sollicité. Une voiture est passée devant lui. Il est bien normal que pour l'éviter, il roule derrière ou prenne des risques. Eh bien, ça fait gagner 10 mètres de plus. Per Pedersen qui est là, qui est parti en contre. Pedersen, coéquipier de Colotti. Oui, c'est ça. Alors, dernier écart donc au panneau des 10 km entre Bartaux et le peloton. 1 minute et 15 secondes. Une 15. Ah, ouais, alors là, il a gagné. Parce que Pedersen, il doit le savoir, j'espère, une 15, parce que c'est pas très adroit ce qu'il est en train de faire. Oui. Il est en train de ramener tout simplement le peloton sur son petit camarade. Alors je sais pas si Bernard Vallet, le directeur sportif de l'équipe RMO, va apprécier, mais je trouve ça bien maladroit. À moins que Colotti ait été rejoint déjà par le peloton. Ah non, il a encore, il doit avoir encore au moins 30 secondes ou 40 secondes d'avance. Vous confirmez, Gérard et Jean-Paul? Colotti est encore intercalé. Ça va tellement vite dans cette descente qu'il faut savoir s'y retrouver. Regardez, Colotti est là. Ouais. Colotti est là, intercalé. Alors Pedersen court complètement à l'envers. Ah oui. Quelle erreur tactique. Colotti n'a pas pu s'accrocher. Encore une fois, Bartaux n'avait pas démarré. C'est simplement en puissance, en force, que Bartaux a imposé son train et que Colotti, un peu écœuré, c'est le mot qui convient dans ces cas-là, Colotti s'est relevé. Il suffisait de s'accrocher encore sur 300 mètres, mais c'est facile à dire quand on a un micro devant la bouche et non pas une paire de pédales Sous au les pied jambes. des chaussures. Vincent Bartaux lancé à très très vive allure en direction du quai du port à Marseille, où s'il remportait la victoire, eh bien, il entrerait plus encore dans l'histoire du Tour de France. Il avait porté le maillot jaune longtemps, je vous le rappelais, mais également remporter l'étape du 14 juillet du bicentenaire. Ce serait vraiment un exploit qui le ferait entrer dans l'histoire du Tour. Alors, écart officiel enregistré, Colotti à 35 secondes. Le peloton, nous a dit Jean-Paul, a plus de 1 minute 10 ou 15 secondes de Vincent Bartaux maintenant aux approches des quais de la Joliette. La cause doit être entendue pour ce qui concerne les 2 premières places. En principe, Jean-Paul. Ah, Jean-Paul nous a prévenu qu'il Oui, partait. oui, Gérard. en tout cas, une victoire française, là c'est presque fait. Victoire française le 14 juillet. Je prends du champ donc maintenant, mais je viens de passer devant Vincent Bartaux donc, qui approche de l'arrivée. Et l'écart est sensiblement le même, 1 minute 20 entre Vincent Bartaux et le peloton, 1:20. Dès que ça descend, c'est fou. Vichot est là en tête. Pourtant, on ne peut pas parler d'une descente extraordinaire, mais il trouve moyen d'aller plus vite. Il a un secret. Il a un secret, c'est pas possible ce kamikaze. Ne vous retournez pas, ne te retourne pas, Vincent. Il faut aller jusqu'au Surtout bout avant de ce l'effort. virage qu'il faut bien prendre. Il a toute la sécurité devant lui. La route est large et belle. Un petit mot sur son. Oui, Gérard. Patrick, oui. Oui. Vichot et Pedersen, Oui. c'est-à-dire un des coéquipiers. Non, c'est un RMO, pardon. Non, non. Vichot et Oui. Pedersen sont sortis. Ils ont maintenant 80 mètres d'avance à peu près. Un des coéquipiers de Colotti, vous pouvez le dire. Oui, voilà, exactement. Et oui, Gérard. Oui, tout à fait, tout à fait. Un des coéquipiers de Colotti qui est là. Et c'est quand même une chose dont nous nous étonnons d'ailleurs. Alors que je vous rappelais tout à l'heure le palmarès de Bartaux, eh bien, il s'est surtout distingué en remportant, donc en portant le maillot jaune du Tour en 84, Tour dont il termina à la 28e place. Depuis, il a simplement remporté une étape aux 4 jours de Dunkerque, une 2e place à Paris-Camembert en 85, une 4e place au Tour de l'Oise. Et son palmarès est vierge en 87 et 88. Alors que cette année, il a repointé un peu le bout de son nez, notamment en terminant 19e de Milan-San Remo et 26e de l'Amstel Gold Race, mais pas de victoire pour Bartaux ces dernières années. C'est bon pour lui, il roule à l'ombre là, dans la canicule de cette journée.
Il a, comme tout le monde, beaucoup souffert de la chaleur. Il n'a pas cédé à la tentation de boire trop. C'est d'ailleurs, comme par hasard, ceux qui ont su observer cette règle de la sobriété qui aujourd'hui se sont retrouvés parmi les 30 premiers après une chasse de 2 heures. À la fin de laquelle nous avons assisté tout à l'heure. Oui, mais il y a un petit vent frais qui souffle là le long des quais. Et pour lui, c'est bien 1,15 sur les 10 derniers kilomètres. Il faudrait qu'il s'effondre, puisque je le répète encore une fois, le temps habituellement mesuré entre la classe et d'un homme échappé seul et un peloton, c'est 1 minute tous les 10 kilomètres. Il faut donc que l'homme tombe presque à zéro pour être rejoint par un peloton lorsqu'il a pris 1 minute à 10 km de l'arrivée. Oui, mais les sprinters lancés à sa poursuite pourraient bien provoquer un... Pour ce qu'il en reste. Oui, ce qu'il en reste. Moi, enfin, j'avoue que je suis complètement troublé par l'attitude du coéquipier de Motet et donc là de Colotti, Per Pedersen, qui a ramené tout à l'heure le peloton, qui a obligé le peloton à accélérer. C'est vraiment une question qu'on posera sans doute à Bernard Vallet pour le journal du Tour de ce soir, car je ne comprends pas comment on peut faire des erreurs tactiques comme celle-ci. Il est possible que Pedersen soit un peu malheureux, alors qu'on parle de lui depuis longtemps, comme coureur de grande classe, un peu malheureux de passer aussi anonyme dans le Tour de France. Il a mal choisi son moment, en tout cas, pour se faire remarquer. On a aperçu rapidement le Suisse Ackermann. Alors derrière, ils sont 5, c'est ça, hein, Robert? 5 oui. Maintenant, avec donc il y a 2 coéquipiers de Colotti. C'est-à-dire, ils sont en train, regardez la scène, c'est extraordinaire, là. Ils sont en train de se prendre de bec. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'antenne. Non, non, ça va avec Bartaux. Petersen et Vermote en train de se disputer complètement. Vous pensez, c'est exactement ce que nous soulignons depuis quelques minutes. Vermote doit être foudrage lui aussi. Quelle idée de Pedersen d'aller chasser comme ça derrière Colotti. C'est une faute grave. Et ben voilà, vous avez entendu, de toute façon c'était tellement flagrant. Hein, c'est inouï. Alors Vermote est venu furieux à la hauteur de Petersen en lui disant mais ça va pas la tête. Alors que là maintenant il y a Simon qui est là, ils se sont regroupés, ils sont maintenant 10. Une dizaine maintenant, mais le train est beaucoup moins soutenu derrière. Et Vincent Bartaux va remporter l'étape du 14 juillet. Fabuleux! On a assisté à un grand spectacle, d'abord avec l'échappée royale de tout à l'heure, et puis maintenant avec cette victoire de Vincent Bartaux. Bartaux qui renaît aujourd'hui le 14 juillet à Marseille. Après... Bien joué Cyril Guimard. Hein. Oh là là. Et un autre qui est assuré d'un prix aujourd'hui, c'est Motet qui reçoit le prix de la combativité. Il demande s'il y a un tour. Non, il n'y a pas un tour de foi du Vieux-Port. C'est pas possible. Il faut en effet faire un tour. Il croit, il a raison puisqu'il y avait 10 km. Nous passons ici au premier passage, mais ça ne changera rien au problème. Hein. Il va arriver dans 4 km exactement. Oui, il est entré sur le circuit depuis longtemps. Et ça va rien changer à l'affaire, enfin nous le souhaitons, puisque tout à l'heure nous avons calculé donc la fameuse minute aux 10 km. Oui. Eh bien là, Vincent Bartaux devrait réagir, alors que sur la ligne... Vous avez paru aller bien vite d'ailleurs des 3 derniers kilomètres sur la ligne d'arrivée. Exactement. Donc premier passage, on va entendre la cloche retentir pour Colotti. Colotti qui lutte mais qui ne pourra pas rejoindre Vincent Bartaux. Qui s'est bien battu, malheureusement pour lui. Il a faibli au seul moment où il ne fallait pas faiblir. Colotti donc. Vous avez vu l'inquiétude de Vincent Bartaux qui demandait à Bernard Hinault dans la voiture, il y a bien un tour, il y a bien un tour. Et qui savait qu'il était passé sous la banderole du kilomètre, des 10 km il y a 6 km et qui avait trouvé peut-être un peu court ce final. Vers la Canebière, il s'en sortira là. Pour ça, il avait crié un tour du Vieux-Port, ça l'étonnait. Hein. On est là pour ramer dans ce Vieux-Port. Ah oui, on rame là, hein, avec un beau bateau en face de nous. Et Kilfen qui est venu parler à Vincent Bartaux pour lui dire ne pense plus, ne t'inquiète plus. Les autres ont été rejoints, Pedersen et compagnie. Vermote, Pedersen ont été rejoints par un premier peloton, car le groupe reconstitué tout à l'heure, nous signalait Gérard, a à nouveau éclaté. Voilà. Alors lui, il ne sait pas qu'il reste un tour. Voilà, maintenant il relance. Et voilà, hein, qui ne savait pas qu'il restait un tour. Voilà, c'est Busseuil. Busseuil qui croyait avoir gagné le sprint du peloton, il s'est arrêté. Et Vincent Bartaux c'est qui va gagner l'étape. Regardez, il relance Vincent Bartaux. Alors, il ne peut pas apprécier ces moments qui sont pourtant si importants parce qu'il craint tout. Une chute, on l'a vu l'autre jour avec ce malheureux Rudy Danens. Et dans le boulevard des Dames, il va se refaire une santé, Bartaux. C'est un peu difficile avant de replonger sur le quai de la Joliette. Il est très à l'aise dans le boulevard des Dames, Bartaux. Oui, oui.
Il est venu reconnaître le parcours. Vincent Barthaud qui se retourne, mais Petite imprudence, il conserve absolument, s'entête à conserver un très grand développement. Là aussi, le faux plat permettra de constater qu'il sera temps pour lui que la fin arrive. il n'y a qu'un tour, on est bien d'accord, hein, Robert. Ah oui, oui, oui. Patrick? Bien sûr, vous l'avez dit. Oui, Gérard. Ah non, c'est juste une exclamation. Qu'est-ce que c'est beau quand Ah oui. on arrive en moto derrière les coureurs sur ce vieux port avec le vieux galion, les bateaux de guerre. Et puis ces milliers et ces milliers, peut-être 1 million facile de spectateurs qui sont là pour assister à la victoire en plus d'un Français ici sur le vieux port. C'est vraiment splendide. Et Vincent Barthaud partage sans doute votre avis. Il n'a Lui pas le qui temps va- de regarder. Tiens, Martial qui va encore s'offrir une deuxième place. Tiens, ça ferait la 10e. Oui, je suis curieux de savoir l'écart qui le sépare du peloton, Martial, parce que il a l'art et la manière de ne pas passer inaperçu, lui, et à croire que tout le peloton lui en veut. Il est toujours rejoint en tentant presque l'impossible à chaque coup. En tout cas, deuxième ou Il finit troisième très place. fort ses courses. Car il y a Colotti quand Oui, même qui est Colotti. encore intercalé, qu'on retrouve ici à l'image. Un Donc peu plus à l'aise que tout à l'heure. le tiercé devrait être premier Barthaud, deuxième Colotti et troisième, eh bien on verra. Peut-être Gaillan s'il parvient jusqu'au bout de son effort là. Alors qu'on a vu Herrera qui est passé sur la ligne avec une bonne minute de retard. Martial Gaillan qui résiste pour l'instant au retour du peloton. Étape de Marseille, 177 km qui vont être favorables à un Français. À Vincent Barthaud exactement. Dans ce tour de la résurrection et des renaissances. Il a retrouvé toute sa puissance là. Gaillan maintenant et Barthaud, Rouge. le dernier kilomètre. Enfin. Voilà Barthaud qui s'en va remporter une merveilleuse victoire. La victoire du 14 juillet 89. Que l'on suit ici maintenant avec l'hélicoptère, avec Colotti donc lancé à sa poursuite. Et on a vu Martial Gaillan intercalé. Voilà, plus que 500 mètres maintenant pour Vincent Barthaud. Ah là, on vire à gauche, c'est spectaculaire et c'est bien agréable parce que cette fois, il y est sur le vieux port. Cette fois, c'est la bonne. Vincent Barthaud, vainqueur de l'étape marseillaise du 14 juillet 89. Voilà qui va en ravir plus d'un. Vincent qui compte des amis. Regardez, il embrasse la foule. Ah, il est content, il peut l'être. Vincent Barthaud, le sprinter, vainqueur tout seul à Marseille. Regardez-le, il applaudit, il est heureux, Vincent Barthaud. Il va passer les bras bien droits, bien levés. Oh là là, il est heureux. Quelle victoire inoubliable pour lui. Oh là là, quel grand moment dans une carrière. Et la fin de 2 ou 3 ans de malheur, d'inquiétude, quelle d'incertitude. C'est fabuleux, quelle belle Bien image. vu, Vincent. On est content pour lui. Et on n'est pas les seuls. Côté de la Normandie, il y a des larmes qui doivent couler là. Oui. Et souhaitons à Colotti de garder sa deuxième place. Ah oui. Lui aussi, il l'a Enfin, amplement deuxième mérité. place. Ah non, c'est- Menacé par ses propres coéquipiers. C'est ça. Non, ce sont des lâchés ça. Oui, oui, un tour de retard. Ça se voit d'ailleurs chez eux, l'ardeur n'y est plus. Oui, on comprend. Alors qu'on va retrouver. Mais non, 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 encore un tour. messieurs. Oui, oui. Oula, il y a Yvon Madio qui est là, tiens, c'est surprenant. Et puis Henk Luberding. Et Pellier, Joël Pellier qui souffre depuis quelques jours. Enfin, il a déjà connu sa gloire. Et Derrière son Gaillan aventure. ici. Et Colotti. Colotti, deuxième. Deuxième place pour Colotti. Bravo Jean-Claude. Ça ne restera peut-être pas en première lettre dans les palmarès. Oui, on mais se il devient un souviendra. habitué de ces places-là. Hein. Ah oui, après Bordeaux, Marseille, c'est Oui. l'habitué des deuxièmes places dans les grandes villes. C'est l'homme des ports. C'est beau ce que vous venez de dire. Colotti, l'homme des ports. C'est un Une excellent deuxième place coureur. dans chaque port. J'en connais qui ont d'autres choses dans chaque port. Alors on va essayer de ne pas mélanger les... Voilà, Martial Gaillan troisième. Et un nouveau... et un podium français le 14 juillet. Qu'est-ce que vous vouliez de mieux? Martial troisième. Non, il est lâché Richard. Et Richard qui compte un Quatrième tour de Bauer. retard. Derrière Bauer. Quatrième Bauer. Et puis derrière, eh bien, c'était Mathieu Hermans. Cinquième. Laurent Fignon a passé la ligne avec le sourire. Et certainement pas en souvenir de l'action personnelle qu'il a menée aujourd'hui avec Motet, en compagnie de Motet, mais simplement parce qu'il vient d'apprendre Ah oui. que Barthaud avait gagné l'étape. Jean-Paul... C'est bon pour l'esprit d'équipe, ça. Ah oui, on va vous écouter. Regardez ce plan magnifique que nous propose Pierre Badel.
du bateau où a été tourné le fameux film de Roman Polanski, Pirate. On On a eu l'occasion de voir à la télévision il n'y a pas longtemps d'ailleurs. cette très belle caravelle que l'on a amenée de Cannes ici. Qui a coûté beaucoup d'argent. Le film on m'a rapporté moins. Enfin, c'est Oui. une petite histoire du cinéma qui le dit. Patrick Chen. Oui mon cher Polo. Oh là là, vous ne me receviez pas là? Ah, je vous reçois très bien, Oh, je vous entends comme vous étiez à côté de moi. D'accord, mais j'ai eu des difficultés, vous savez. Alors, Vincent Barthaud, vous avez démarré à la faveur de la dernière côte. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous attendiez pour porter votre attaque? Le 14 juillet, ça me fait énormément plaisir. Et je tiens à dire avant vos questions qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'adultes, on dirait tous des petits-enfants. C'est votre première interview ou quoi? Ouais, ah bah voilà, Vincent Barthaud est en train de fustiger ceux qui se précipitent sur lui. Dites-moi Vincent, vous avez attaqué à la faveur de cette côte. C'était à cet endroit-là que vous aviez décidé de porter votre attaque ou c'était sans préméditation? Merci. Ouais, c'est jamais prémédité, hein. C'est comme on se sent sur le vélo. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné, je remporte une victoire aujourd'hui en plus dans le Tour et le 14 juillet. Je suis énormément plaisir. Et je devrais dire en premier pour Greg Lemon, car si je fais du vélo, c'est toujours grâce à lui. Et après à mon père qui a toujours cru en moi et qui m'a entraîné. Et ensuite à Cyril Guimard qui a été le seul à me reprendre. Dites-moi, c'est une victoire en costaud que vous gagnez là, vous en êtes conscient? Bien sûr, ouais, mais à partir du moment où tu es dans de bonnes conditions et que tu cours souvent, tout s'enchaîne et t'es mieux. Le problème c'est que quand Renaud a arrêté et que je suis plus tombé d'accord avec Cyril Guimard, je suis reparti avec Greg et tout aurait dû très bien s'enchaîner. Malheureusement il était victime d'un accident de chasse et j'ai pas pu courir puisqu'il disputait pas les courses. Et les autres directeurs sportifs me donnaient pas confiance. Et vous n'aviez pas de consigne particulière dans cette étape? Non, enfin consigne en premier lieu c'est de protéger Laurent qui est leader. Mais bon, ils ont fait un très grand numéro devant avec Charlie. Les PDM ont très mal couru, enfin, de ce côté-là ça leur garde. Et donc Laurent s'est fait rejoindre, derrière il y a eu tout le temps des attaques, j'étais toujours là. Et à la fin je suis parti parce que j'étais plus fort que les autres, c'est tout. Voilà, merci Vincent Barthaud. Et oui, Vincent Barthaud remonté là contre nos petits confrères qui restaient devant lui sans poser de questions et qui le bousculaient un petit peu, mais ce sont là aussi les conditions de travail un petit peu particulières du Tour de France. On n'est pas dans le monde aseptisé du tennis ou de la Formule 1. C'est une autre convivialité. C'est vrai, c'est à noter, et tant mieux que ça reste ainsi longtemps. Oh oui. Sean Kelly qui va faire sa petite collection de maillots, il vient faire l'inventaire Oui. chaque jour. Il De commence plus par en plus agréable après une journée comme celle-ci. Il prend son élan, il les ouvre même il plus. prend même pas la précaution de l'ouvrir. Oui. Et c'est toujours le premier sur le podium, Sean. Parce qu'il a l'habitude sans doute. Il connaît la route. C'est le professionnel accompli, Sean Kelly, vous savez. Marseille qui va vibrer cette année pour le cyclisme aujourd'hui, mais surtout pour le football. Puisque dès la semaine prochaine, ça se passera à Lyon, dans notre bonne ville de Lyon. Marseille engagera un championnat de France qu'il espère plein de réussite et surtout un parcours européen dans quelques semaines avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'émotion. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Le maillot vert maintenant pour Sean Kelly. Et Jean-Paul Olivier doit être à la pêche sur le port de Marseille. Oh, je suis à la pêche et c'est très dur ici de se frayer un chemin. Tiens, écoutez, au passage, vous me recevez Patrick? Je vous reçois fort bien. Bon, alors j'ai Martial Gaillon ici à mes côtés. Alors C'est Martial, intéressant. Encore un podium. Martial vous êtes sur le podium, Martial? Bah oui, troisième. C'est vrai que mes équipiers ont fait un beau travail sur la fin pour revenir sur le groupe de devant. Je suis sorti à 3 km de l'arrivée, mais il y avait Vincent Barthaud et Colotti qui étaient juste devant. Enfin, ils font la troisième place, bon, c'est mieux que rien. Ah, ça s'acharne, hein. Deuxième, troisième. Ouais, mais bon, aujourd'hui c'était une course différente. Ça a cassé juste dans le ravito où les gens vraiment ils étaient indisciplinés. Il y a eu une chute et le peloton s'est cassé en deux. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que les gens sont vraiment indisciplinés. Je trouve cette année, ils se mettent presque au milieu de la route pour prendre les photos et ça devient de plus en plus dangereux. Hein. Et si vous saviez, les suiveurs à l'arrivée aussi. Hein. Voilà en tout cas une mise au point de Martial Gaillon. Il a raison Martial. On vous a proposé un sujet sur la sécurité sur la route du Tour. Alors qu'on jette un petit coup d'œil sur le classement avec Barthaud, Colotti, Gaillan, Bauer. De Wild était là. Sean Kelly 6e et Pedersen 7e. J'avais vu Hermans qui était aussi intercalé dans ce petit groupe. Mais pour la première place, il hésite à se mouiller, Hermans. Patrick? Oui. Je suis avec notre ami Jourdan ici. Alors nous pouvons lui
lui demander de nous parler un petit peu de la prestation d'ensemble de l'équipe RMO. Je crois qu'on peut dire que tout est bien coordonné chez vous. Oula! Disons que depuis le début de saison, il y a une super ambiance chez nous. Et puis on est venu dans le Tour de France parce qu'il a gagné les victoires d'étape. Et il faire une place dans les 3 premiers sur le podium à Paris. On fera tout pour ça. Colotti, ils sont en parfaite forme. Hein. Colotti, Michel Vermotte également, qui ne sont pas des super grimpeurs, ont bien passé les Pyrénées. Et puis maintenant, ils sont au point pour aider Charlie au maximum dans la moyenne montagne. Et Charlie, alors il vous a semblé parfait aujourd'hui, hein, il était quand même bien parti avec Laurent Fignon. C'est dommage que ça n'ait pas été jusqu'au bout. Disons que Charlie était bien déçu après son contre-la-montre individuel. Il a fait une très bonne prestation dans les Pyrénées. Je pense que ce sont des reins dans les Alpes et il sera, je pense, difficile à battre. Voilà, c'était l'opinion donc de l'ami Jourdan, un vieux de la vieille, comme on dit, des pelotons. Une belle ambiance dans l'équipe RMO, vous avez raison de le souligner, et on le verra d'ailleurs ce soir dans le journal du Tour. Mais quand même aujourd'hui, il y a un petit accroc. C'est l'attitude de Pedersen qui a roulé derrière son coéquipier Colotti, sans doute une maladresse. Pedersen, je l'espère, n'avait pas de mauvaises intentions. Alors que Laurent Fignon préserve son maillot jaune. Patrick, oui. On est peut-être un petit peu déçu dans l'équipe Z hein, de ne pas avoir pu accrocher les bons wagons. Oui, disons, mais Jérôme Simon qui parle. Déçu, on a loupé le bon wagon, mais disons que toute l'équipe a bien roulé et on est quand même rentré. Bon, on s'est fait une bonne chasse, c'est vrai, mais bon, on arrive avec le premier groupe, c'est le principal. Alors Z, Cézannier, vous n'êtes pas trop déçu par le comportement de vos troupes? Non, je crois qu'ils ont réussi à sauver le principal parce que là, Robert Millard était lâché sur le coup, ils ont pu revenir et on est toujours en course. Voilà, des nouvelles donc de toutes les formations du peloton. Et une formation qui aujourd'hui a peut-être un peu déçu, c'était l'équipe Z. Et vous avez l'opinion de l'ensemble. Avec toujours ces beaux plans, regardez la beauté de ce plan, là nous sommes juste en face. Vous voyez la ligne d'arrivée, quelle belle image. Et quel beau moment nous venons de vivre avec cette victoire de Vincent Barthaud. Voilà Vincent Barthaud, vainqueur à Marseille. Eh bien, écoutez, une victoire française le 14 juillet, on ne pouvait pas espérer mieux. Pas de bouleversement bien sûr au classement général, ça ce n'est pas une surprise. Patrick, si vous avez encore 30 secondes. Oui. Eh bien, je suis avec Pascal Richard, un Pascal Richard qui n'arrête pas de nous étonner. Dites-moi Pascal, dans ce Tour de France, c'est quand même extraordinaire ce que vous effectuez. Hein. Vous êtes toujours devant. Et puis cela depuis le Tour Malais. Depuis le Tour Malais, ouais. Au début du Tour, j'avais pas de très bonnes jambes parce que j'avais fait le Tour de Suisse et championnats nationaux. Et entre cette période, j'ai fait une petite semaine très légère. Et je pense que j'ai eu un très mauvais début de Tour. Maintenant, ça commence à donner le tour, ça va bien. Voilà, c'était l'opinion donc cyclocross, champion de Suisse. Je crois qu'il était intéressant d'entendre son avis. Hein. Bien sûr, surtout qu'il est très très présent. Nous le soulignons très souvent avec Robert. On le voit toujours, Pascal Richard, avec son maillot rouge qu'on peut confondre parfois dans les vues d'hélicoptère notamment avec le maillot rouge du leader du classement des catchs. Alors que passe devant nous Tigana. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas le bon, c'est son frère. Mais Jean Tigana est annoncé à Marseille ce soir. Quand je dis il est annoncé, c'est que sa présence est annoncée dans la ville de Marseille. Je n'ai rien dit de plus. Voilà donc un petit rappel du classement de cette étape. Vincent Barthaud premier, alors que Pierre Badel et nos amis de la SFP nous proposent ces belles images de Marseille, de la bonne mère qui va protéger Marseille cette saison, pour cette saison sportive. Je parlais du football tout à l'heure, c'est vraiment ce dont tout le monde parle ici. Avec un classement d'étape, donc premier Vincent Barthaud, la renaissance, la résurrection pour Vincent Barthaud après presque 5 années de vache maigre. Barthaud qui avait porté le maillot jaune dans le Tour 84 et qui aujourd'hui renaît véritablement pour la plus grande joie de Laurent Fignon, son coéquipier, mais également de Greg LeMond, puisque vous l'avez sans doute entendu, il n'a pas hésité dès l'arrivée à dédier cette victoire à Greg LeMond et à sa famille. Voilà, Vincent Barthaud premier, Colotti deuxième, Gaillan troisième, un podium français pour cette arrivée à Marseille du 14 juillet 89. On ne pouvait pas espérer mieux.